Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait l'émission habituellement, des marchés toujours un peu tendus, mais ça finira par passer. J'ai bien l'impression qu'après les mois et des mois de bêtises sur l'ensemble des marchés, enfin on va dire en tout cas les marchés classiques, on va pas tarder à arriver proche d'un dénouement après avoir essayé, faire acheter les couillons. On va finir par ramasser tous ces stops d'un coup. Maintenant, il manque plus qu'une raison pour le faire, je pense. Et il faudra donc un petit peu de patience maintenant qu'ils achètent même de la merde comme Tesla. Je pense qu'on est mature. J'ai eu de nouveaux chiffres hier en ce qui concerne les achats d'ETF. Que je suis allé chercher, on va parler de tout ça juste après. On va commencer par le Bitcoin. Et ça y est, je pense qu'on a l'ombre d'un rebond. Alors c'est vrai que ça a pris son temps, ça a nécessité un travail un petit peu plus long que ce que j'attendais. Il manque une légère confirmation de momentum ici, mais bon, on a bien pété la trendline baissière, et comme je l'avais toujours dit, on ne maintient pas la poursuite d'une tendance quand la trendline se passe en dessous, enfin croise la valeur 0. Donc quand une tendance baissière, enfin une trendline baissière s'installe sous la valeur 0, on arrête de vendre, et sa cassure peut être considérée comme la fin de la tendance en cours. Donc là, on peut considérer ce mouvement baissier comme étant terminé. Attention, ça n'empêche pas le marché d'aller faire un pullback plus bas, juste pour aller pousser à la divergence. Ici, on a bien sine wave qui est passé haussier avec une confirmation de prix. Le momentum n'a pas vraiment en soi lui donné de signal. Donc là, la tentative, c'est qu'on peut très bien, comme on retrouve une oscillation haussière terminée, c'est bien, soit maintenant on va enquiller tête baissée, c'est un range, donc on peut très bien traverser le range sans problème, comme on l'a fait à la baisse. Voilà, on peut très bien maintenant partir le même schéma à la hausse, on racle, autant que possible. Ça, c'est tout à fait envisageable. L'option numéro 2, je pense quand même possibilité d'un petit pullback pour remettre en stress quelques altcoins. On va parler de ça juste après. Maintenant, bon, je ne pense pas nécessairement que même en cas de stress, ça puisse aller bien loin maintenant à ce stade, vu que même Bitcoin répond sur ce support. Donc ici, on a une zone de soutien. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, on a donc la petite zone 38% qui était précédente. C'est une zone technique qui peut servir de petit pullback et de zone support. Donc je ne serais pas surpris, vous voyez, qu'on ait une petite rechute avant de repasser haussier éventuellement. Donc pour l'instant, je resterai patient. Maintenant, ça me semble quand même vraiment mature en termes de tendance. On voit bien la structure consolidante avec ces deux impulsions baissières assez spéciales. Bon, celle-là s'est faite en deux temps, celle-là aussi, mais voilà, bon, les deux impulsions, on revient tester un support, les signaux restent boules, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ici, il n'y a rien de rouge, c'est juste tout bleu, donc voilà, tout bleu, quand on est sur des supports, normalement, on ne se pose pas 100 milliards de questions, on cherche plutôt à acheter ces supports. Donc on est allé un petit peu plus bas que prévu, pression forte, vraiment très forte sur les altcoins. On va aller les voir directement parce que je pense autant à l'époque c'était vraiment Bitcoin qui gérait la danse, je pense que là maintenant la tendance risque de changer. On va essayer probablement de faire pumper les altcoins avant de les faire dumper assez fortement. En tout cas c'est la stratégie moi, que je développe depuis quelques temps et il me semble que c'est là que se trouve l'intérêt. Voilà. Donc là, même chose sur les altcoins. On a bien extrêmement tiré sur cette tendance. Il ne faudra pas dire c'est anormal. Enfin, c'est anormal. C'est très rare de voir ce genre de truc. Une trendline qui arrive à moins 40. Donc voilà, à ce stade, forcément, la tendance baissière s'arrête, c'est sûr. Quand en plus de ça, on est sur un support, donc je m'attends non seulement à ce que maintenant les altcoins repartent carrément à la hausse et pas doucement, mais voilà, à voir. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas être trop agressif. Mais moi, le positionnement que j'ai en face de moi, il montre surtout que malgré des tentatives répétées de faire baisser les prix, malgré un squeeze baissier, on n'arrive pas à casser le support majeur. Et ça, généralement, je vous dis, ça fait toc derrière et ça repart d'un coup. Attendez-vous à un truc comme ça et plus rapide. Moi, je verrais bien la réplique de ça. Voilà, ça part d'un coup, personne ne le voit venir. Et là, hop, on s'enfile. Derrière, tout le monde essaie de suivre. On vient chercher les targets. Je récolte les gains. Point barre. Donc, je reste acheteur, moi, sur les altcoins pour l'instant. Je pense que cette décorrélation altcoin à Bitcoin est sur le point de trouver son point de flexion, c'est-à-dire le point où normalement ça va repartir dans le sens et au bénéfice des altcoins dans un mouvement plus rapide, d'accord, qui bénéficiera plus fortement aux altcoins que ça n'a bénéficié au Bitcoin.
Mais évidemment, en soi, le Bitcoin aura été plus profitable sur la fin, c'est-à-dire que lui, il aura réussi à faire des niveaux de retracement plus élevés, plus profonds, que ne pourront pas s'offrir les altcoins. Je pense très sincèrement que côté altcoin, si on arrive à 50% de retracement de l'ancien et du précédent mouvement baissier, ce sera déjà un espèce de miracle. 38% me semble être une zone correcte, c'est-à-dire qu'ici, en condition de signaux baissiers, je pense qu'il faudra quand même éventuellement repasser sur au moins des encaissements de profit, voire peut-être des ventes sur certains altcoins qui pourraient être un petit peu plus faibles. Donc voilà, moi dans le schéma, donc là je regarde l'indice altcoin, c'est-à-dire que de façon pondérée, je pense que l'argent va arriver maintenant dans les altcoins, évidemment dans le Bitcoin aussi, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que là, les flux entrants à la hausse devraient être beaucoup, beaucoup plus importants sur les altcoins que sur le Bitcoin, ce qui a été le schéma inverse avant. C'est une décorrélation, c'est donc une manipulation de marché ou une distorsion. Mais dans tous les cas, les distorsions, ça dure un temps, et après, ça se remet en place comme avant. Voilà, les marchés se distordent soit pour une raison réelle, là, il n'y a rien qui réellement justifie le fait que des choses qui bougeaient ensemble et qui bougent toujours ensemble, les cycles haussiers et baissiers, vous voyez que quand ça monte, tous les coins montent, Bitcoin, altcoin, c'est juste qu'ils le font avec des amplitudes relatives carrément différentes, alors qu'avant, c'était comparable. Voilà. Donc ces distorsions, on a déjà parlé de ces patterns-là, et comment elles se tradent. Je pense qu'ici, on arrive sur le point où, normalement, il y a un timing pour que la décorrélation puisse maintenant bénéficier aux altcoins avant que cette phase de décorrélation-recorrélation prenne sa fin et qu'on retrouve des mouvements de marché plutôt similaires sur l'ensemble des cryptos. Je vous rappelle encore une fois que ces patterns de manipulation, en tout cas de distorsion de marché, sont généralement le fait que de la grosse monnaie est à l'œuvre. Parce que pour induire de telles distorsions, c'est généralement qu'il y a du monde qui bosse. Donc ça peut vouloir dire pour moi deux choses, soit qu'on a fait artificiellement pumper le Bitcoin, mais que quoi qu'il arrive, ça devrait tirer quand même les altcoins à un moment donné. Mais dans ce cas-là, si on a fait artificiellement pumper, c'est parce que probablement on va vouloir dumper derrière. Rappelez, le marché comme ça, c'est souvent des psychologies inversées, surtout quand on est, comme je vous dis, dans des cracks. Généralement, quand on fait quelque chose, c'est pour vous inciter à le faire, et derrière, vous faire l'inverse. Donc je reste persuadé malgré tout, pour l'instant, que le bottom des altcoins et du Bitcoin n'est pas encore touché. Le bottom moyen terme, je parle moyen-long terme, et que malheureusement, ces décorrélations, ce n'est pas vraiment bon signe pour ces marchés-là. Maintenant, ça pourrait être un bon signe, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on fait vraiment pumper le Bitcoin parce qu'au contraire, on achète fortement le Bitcoin, mais on ne veut pas encore acheter les altcoins, donc on les laisse en suspens avant de s'attaquer à eux, et évidemment donc d'avoir fait une sorte d'investissement en deux temps, d'abord Bitcoin, puis altcoin. Voilà. Bon, après, moi, je n'ai pas l'habitude de dire que la décorrélation et les manipulations soient un terreau fertile pour de l'investissement. Généralement, investissement, quand la smart money achète réellement à long terme, elle le fait partout et elle ne pose pas de questions. Voilà. Donc je ne sais pas, on verra, mais je reste faiblement confiant sur la probabilité que ces mouvements haussiers puissent durer bien au-delà, on va dire, du timing que je vous ai déjà plus ou moins annoncé, c'est-à-dire, on va dire vers le 20, 25, on va dire la dernière dizaine du mois d'août. Donc celle qui nous amènera vers le mois de septembre. Je pense qu'ici, il faudra éventuellement, sous condition de signaux, encore une fois, on ne traite pas à l'aveugle, mais je pense qu'un timing intéressant se défile ici. Je ne vous parle pas souvent de timing, mais là, je pense que si. Cette pattern, rappelez-vous, je reviens, il me semble que je vous l'ai déjà dit hier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir dit pour les Français, en fait. Il me semble l'avoir dit pour les Américains et les Anglais, mais pas pour vous. Donc voilà, rappelez-vous la pattern dont on avait parlé, la pattern de décorrélation. Et je vous avais dit, théoriquement, en fait, si on représente... en fait, la pattern de décorrélation, elle utilise généralement le ratio 61,8. À la fois sur l'amplitude des prix, et sur le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai très peu de patterns qui prennent en compte le timing, mais dans la décorrélation, si. Alors, c'est jamais des timings précis, mais ce sont des timings approximatifs que l'on peut mettre à profit dans ces stratégies-là. Je m'explique. Donc, en fait, ici, si on prend par définition l'idée de se dire... Voilà, la décorrélation a commencé ici. C'est le moment où Bitcoin a commencé à pumper, beaucoup plus fort que les altcoins. Si on fait ça... D'accord. Si c'est ça la dynamique en place, on peut très bien dire que ça n'a commencé qu'ici. En fait, voilà, c'est toujours un peu subjectif ces trucs-là. Mais si on dit par exemple qu'on avait commencé que là la décorrélation, c'est-à-dire ici, Bitcoin était quand même. Alors, je pense en fait le mieux, regardez, c'est qu'on va faire. On va rajouter le Bitcoin ici. On va faire
Ouf, alors ça c'est compliqué. Voilà. Donc BTC USD. Bitstamp. Voilà. Ouais, non, pour moi, c'est très clair. Hein. Vraiment, le moment où ça s'est décorrélé, vous voyez bien, tous les mouvements sont les mêmes, sauf là. Ici, ça devient complètement différent. Là, on est déjà au contact de cette résistance ici très faiblement. Le pullback ici retrace grosso merdo 61%. Là, on revient tester le bottom. Non, non, vraiment, pour moi, c'est ici que la décorrélation a démarré. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous prenez les mouvements en amplitude pure, alors je vais juste décaler ça pour pouvoir me positionner mieux. Voilà. Si vous vous dites, c'est ici qu'on a commencé, ça se voit assez nettement pour ma part. Hein, c'est vraiment ici que les choses auraient dû se passer de manière différente. Vous voyez, les cycles sont les mêmes, hein, encore une fois. Quand ça pump, ça pump. Ça pump juste de manière relative différente. C'est-à-dire que là, hors contexte, vous vous dites qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Effectivement, bon, ici, ça a un peu plus profité à celui-là, mais là, un peu moins. OK. Mais quand vous regardez voilà, de manière relative à ce qui s'était passé avant, là, on la voit bien, la différence. Mais vraiment bien. Donc moi, je dirais que ça a commencé ici. Maintenant, on pourrait très bien dire c'est vraiment ici que la différence très forte se fait, où là vous la voyez clairement, la décorrélation. En général, dans ce marché-là, il se passe quoi derrière ? Il se passe que, pouf, les deux vont aller se retrouver par là-haut, quoi. Donc Bitcoin va se retrouver un peu plus haut. Il se retrouvera toujours plus haut. Hein. Voilà, c'est clair. Il se retrouvera toujours plus haut que ce qu'on génère des altcoins. Mais normalement, ici, on va avoir un gros rattrapage altcoin. Tout le monde devrait se retrouver à peu près par là à la fin. BTC un peu plus haut, évidemment. Et puis après, tout le monde devrait dumper. Ça, c'est le scénario que moi, je vais trader. Encore une fois, un scénario, c'est une vision, c'est une projection de l'esprit. Je vous rappelle que le marché, ça reste, quoi qu'il arrive, la théorie du chaos. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me projette dans un scénario qui va se produire. Et sinon, ce serait trop facile. Ok, donc si on se dit la décorrélation, elle a commencé ici. Okay, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Je vous ai mis donc ici une ligne point de départ. Et je dis normalement, le moment où ça se recorrèle, et ça doit toujours être un timing précis, c'est à peu près là où on est, je pense, dans cette zone-là, ça représente généralement 61% du temps de la pattern. C'est-à-dire que normalement, la pattern, elle met 61% du temps pour arriver au moment où la décorrélation s'inverse. C'est-à-dire là, ça bénéficie au Bitcoin. Les mouvements haussiers sont plus intenses sur le Bitcoin que sur les altcoins. Et les mouvements baissiers sont plus intenses sur les altcoins qu'ils ne le sont sur le Bitcoin. Et je pense que là, on va avoir l'inverse. Ça n'empêche pas que les deux actifs vont probablement continuer de monter ou continuer de baisser, mais en tout cas, il va y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire les phases de baisse seront moins amples sur les altcoins, plus amples sur le Bitcoin, alors que les mouvements de hausse seront beaucoup plus profitables aux altcoins. D'accord ? Imaginez-vous bien, voilà, c'est comme un ressort, on a bien tiré dessus et hop, il va devoir revenir assez brutalement à son état initial, recorréler les deux, tout simplement. Et généralement, donc, ça met 61% du temps pour tirer sur le ressort, 38,2% du temps pour revenir à l'état normal. Ça veut donc dire que l'état normal, si on le projette dans le temps, devrait se produire a priori à proximité du 21-22 août. D'accord ? Ça donne un horizon de timing. Mais c'est ni plus que ça, encore une fois, c'est une pattern, donc c'est une projection dans le temps. Je ne trade pas en disant le 21 je vends. Voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est dans cet horizon de temps-là, la dernière dizaine du mois d'août, que je pense qu'il faudra sérieusement revoir les positionnements sur le marché des crypto-monnaies, savoir si effectivement la manipulation semble se diriger vers des positionnements de long terme en place, ou si plutôt c'est juste du pump à débile pour vous faire acheter encore une fois des trucs hors de prix, et derrière on va aller vous racler les stops pour vous acheter les stops tout simplement derrière. Ok ? Moi je spécule sérieusement sur le deuxième schéma, tout simplement parce que je vois encore beaucoup trop de spéculateurs dans ce marché et que c'est pas typique d'un marché que les grosses mains achètent. Elles vous casseront d'abord pour prendre vos pertes en achat. Allez, donc ça c'était ma revue sur BTC et les altcoins. On va rapidos sur le scénario Ether tout simplement parce que je vous l'ai défendu et je le trade et j'ai encore renforcé l'Ether. Donc moi je m'en fous, hein. Plus le marché fait le con et en plus il me propose des prix intéressants, moi plus j'y vais. Maintenant attention, là je vais me calmer. Hein. Bon, c'est-à-dire que là maintenant,
Je vous avais dit, sur le compte Bitstamp, j'avais 10 000 euros prêts à investir. Il m'en reste plus que 2 000. Hein, voilà. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que j'ai perdu 8 000 euros, loin de là. Ça veut juste dire que maintenant, j'ai investi 8 000 euros dans les cryptos. Donc là, j'arrive à peu près à un levier intéressant. Je n'irai pas au-delà de ça tant qu'on ne fera pas des validations. Je me garde 2 000 euros pour acheter celui qui montera le plus. Maintenant, j'attends de voir qui va pumper le plus rapidement. J'hésite sincèrement entre Ether et Ripple. Je pense que IOTA, il prendra plus son temps, et lui, j'ai pas envie de mettre plus d'argent que ça dedans. Donc moi, ça reste Ether Ripple dans le sentiment que j'ai là maintenant. Il y en a un des deux qui va faire un gros pump de bâtard dans pas longtemps, je pense. J'aimerais bien voir lequel des deux fait ça, et c'est probablement celui qui pumpera le plus que j'essaierai de prendre en renfort avec ces 2 derniers 1 000 euros. Comme ça, j'aurais investi en fait, je vais juste... Rappelez-vous, ces 10 000 euros, c'était que pour l'instant, je préférais garder une réserve en fiat au début. J'y suis allé tout doux sur les terres. Hein. Je vous rappelle quand même que j'ai des achats des terres par là. Hein. Donc j'en ai un peu par là, j'en ai un peu par là, et du coup beaucoup par là. Voilà. Parce qu'il me semble que ces prix sont très très attractifs. Donc il y a eu des premiers achats par là. Hier, j'ai racheté encore. J'en ai remis un bon paquet. Hein. Voilà. Donc c'est le truc. L'Ether, là, c'est celui que j'ai le plus. Je dois avoir 60% d'Ether, 20% de Ripple, 20% d'IOTA à peu près. Donc maintenant, je vais attendre. Voilà. Donc hier soir, on s'est fait l'émission avec les Anglais et on a fait la live room pour ceux qui y étaient. Donc évidemment, c'est que dans la live room US qu'on a pu parler de ça. Pardon, hop, j'essaie de réussir à supprimer cette saloperie. Oh punaise. Ouh, nom de Dieu. Voilà. Donc, on a vu ce truc-là, où encore une fois, je vous ai dit, il ne faut pas flipper, il faut arrêter de faire du FOMO, et à chaque fois qu'il y a un mouvement, vous êtes en mode panique. Voilà, il faut toujours faire plusieurs choses. Quand il y a un mouvement qui vous surprend dans les marchés, la première des réactions à avoir, c'est d'aller voir quel est le contexte dans lequel vous tradez. Moi, le contexte, si vous voulez, c'est que effectivement, ici, j'ai un gros risque sur les terres. Gros risque tout simplement parce que si je viens en daily, mon contexte, il n'est pas très très chouette. Là, on serait théoriquement dans un signal bear, mais non confirmé par les prix. Hein. C'est-à-dire ici, il n'y a pas eu le triangle rouge, mais bon, ça reste un signal bear avec une confirmation du momentum. Mais le problème, c'est que là, on avait un momentum en contraction qui a squeezé. Ça laisse 2 options. Soit le squeeze là, il va être baissier et je vais me faire démonter et il faudra sortir parce que dans ce cas-là, l'Ether, il peut très bien aller vers la zone des 307, 300 $. Et là, honnêtement, si vous restez là-dedans, vous prenez 20% de perte. Moi, j'ai clairement pas envie de lâcher 2 000 euros au marché. Hein. Hors de question, je ne risquerai pas 2 000 euros sur ce scénario-là. Je préfère sortir et racheter à bien meilleur prix derrière. Hein. C'est ça l'objectif. Donc c'est soit ici on est dans une tendance pernicieuse, c'est-à-dire ici on aurait dû avoir des prises de profit, elles ont mis très très longtemps à se mettre en place, du coup Sinewave détecte un nouveau bear. Mais le problème c'est que moi quand on est dans un squeeze comme ça, j'ai pas tendance à dire ok c'est bon je prends tout de suite immédiatement le premier mouvement. Tout simplement parce qu'en plus BTC a déjà pumpé et qu'on a ces décorrélations. Donc là graphiquement je fais le choix de penser qu'on essaye de m'enfumer. Je peux me tromper encore une fois, je peux réellement me planter. Mais moi je pars du principe que déjà tant qu'on n'installe pas une clôture sous le précédent bottom, il reste en place. Et pour le moment je vois que ça échoue. Et je vois que le squeeze là, Sinewave il est déjà ici, donc il n'y a pas 50 options. Soit on continue de baisser et il y a tendance baissière et le squeeze sera sorti par le bas. Et entre guillemets on contracte le momentum et on latéralise pour mieux repartir à la baisse derrière. Totalement possible. Option numéro 2, tout simplement ça c'est un faux départ, on va chasser les stops des imbéciles et derrière on va pumper. Et se servir en fait des stops des gens qui encore une fois vendent sur support. Hein. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est pour ça, voilà. Mais il y a un gros risque sur le contexte. Je vous rappelle que là en gros on trade après un double signal bearish duquel a suivi une contraction, c'est-à-dire que derrière le momentum s'est comprimé et on est en train de tenter une sortie baissière de ce momentum. Ça peut être soit un piège et ça va repartir brutal dans l'autre sens, soit tout simplement je suis dans le mauvais sens et je vais devoir donner les stops. Mais je suis déjà prêt à donner mes stops, encore une fois. Là, j'ai bien un contexte très dangereux à la baisse, donc il y a une limite à l'écartement des stops. Pour le moment, je bouge mes stops parce que tout ce que je vois, c'est de la volatilité et que ici, je ne vois pas de sentiment baissier. C'est ça qui me choque. C'est que là, je regarde des signaux acheteurs. Alors ici, c'était intéressant mais dangereux. Là, maintenant, voilà, pour moi, cette partie-là, c'est de la chasse au stop. Là, ça se fait tout simplement sur une inertie tendancielle et par défaut d'acheteurs. C'est-à-dire ça baisse tellement fort que les acheteurs ne veulent pas trop acheter et il suffit de quelques vendeurs pour aller racler des stops. Mais
les volumes sont très faibles. C'est ça qui me choque en fait dans cette zone-là. Les volumes sont vraiment très faibles. Et l'action que je voyais dans les carnets d'ordre hier, ça me laissait pas à penser à un marché baissier, parce que c'est vraiment pas comme ça que ça se passait. C'était juste, j'avais l'impression que les acheteurs, ils étaient là en mode, bon, j'y vais pas, je sais pas trop, j'attends d'avoir un pump pour y aller. Donc en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'à tout moment, ce marché, il va nous faire un truc comme ça. Il va faire blam, il va décoller d'un coup, et plus personne va comprendre ce qui se passe, et d'un coup, tout le monde va dire, bon, bah ok, on a trouvé le bottom des altcoins, et maintenant, il faut acheter. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on a un marché très très tendu, qui se cherche et qui attend en fait un miracle pumpiste, c'est-à-dire que d'un coup la liquidité va arriver, je pense, soit à la hausse, soit à la baisse. Par contre, qu'on soit clair, là, si on continue à baisser sous les niveaux actuels, le risque c'est effectivement soit de continuer les chasses au stop, c'est-à-dire des marchés qui tentent des percées, mais à chaque fois ça passe pas, jusqu'à ce qu'on prenne la grosse release haussière. L'option numéro 2, c'est tout simplement ça arrive, et puis derrière, terminé pour le travail baissier. Donc voilà, moi je reste patient sur mes scénarios altcoin, encore une fois c'est sans levier, donc je vous dis, voilà, ça continue de baisser, ça va pas me ruiner non plus. Sorry. Du coup, voilà, je pense patience. On attend un flux sur ce marché-là. Maintenant, voilà. Tout ce que je vois, c'est que si on continue de gaspiller le momentum à plat, c'est qu'on aura probablement de nouvelles percées baissières en essayant de chasser les stops jusqu'à trouver ce flux acheteur. Maintenant, si le flux acheteur n'arrive jamais, je devrais au bout d'un moment céder mes stops. Je vous ai donné le niveau d'invalidation que j'ai pris hier en toute transparence. Moi, j'ai mis à 330 €, un truc comme ça. Mais alors sur l'ETH, euros, voilà. Donc je m'étais laissé un stop assez loin pour passer la nuit. Donc je ne suis pas surpris ce matin de voir les prix être remontés après les attaques de fin de soirée. Donc on verra. D'un point de vue daily, rapidement, ici, on a bien une bougie mèche basse. C'est absolument ce que je voulais. Je voulais absolument qu'on évite de clôturer en bas, tout simplement pour éviter de se trouver avec de nouvelles pressions baissières dès aujourd'hui. Maintenant, on va être pragmatique, il y a des niveaux dessous. Voilà. C'est-à-dire que là, on avait laissé un peu de volume à 409 $, c'est ce qu'on est venu tester là. Si ça devait retomber, pour moi, c'est breakout obligatoire derrière, c'est-à-dire qu'on va probablement breaker la zone des 404. Il y a d'autres supports, c'est-à-dire ici, 394, qui est un support qu'on avait laissé traîner ici, et suivi d'une nouvelle zone de breakout. Encore une fois, comment j'ai trouvé ça? Tout simplement au volume profile. Voilà. C'est-à-dire que j'ai marqué en rouge les zones où il n'y a pas de volume, les zones qu'on break, en bleu les zones où il y a du soutien volumique, et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment une carte, c'est-à-dire que si on casse ça, on va là. Et on va chercher du soutien à partir de ce prix jusqu'en dessous. Si on arrive là, on casse. Du coup, on accède à cette zone-là. Ici, il faut tenir ce prix, on peut se rapprocher de là. Si on vient chercher ça, ça casse. Ok, vous comprenez le principe? Donc là, c'est à chaque fois cassure, support, cassure, support, cassure, support. Donc, pour moi, l'objectif, le mieux, ce serait qu'on ne remette même pas ça en question. Comme ça, c'est pas trop mal. On garde des creux et sommets ascendants. Et même si on aura cassé ce bottom, celui-ci pourra quand même aller casser les résistances derrière. Ça, c'est l'option que j'aimerais le mieux. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on reparte immédiatement à la hausse et en fait, on fait une evening star. Bougie baissière, bougie avec une mèche basse et grosse bougie haussière qui suit pour revenir réintégrer tout ça. Et entre guillemets, la cassure de cette trendline ici n'aura été que du vent. C'est-à-dire vous la reprenez un peu comme ça en fait et vous vous dites... Voilà, là on tenait cette trendline comme ça, là on tente la percée. Si aujourd'hui on revient clôturer au-dessus, je m'attends à ce que demain ça continue de pousser. Donc là, première clôture sous l'oblique, on va voir si celle-là on la tient, si on en fait une deuxième aujourd'hui, ou si franchement on remonte avec un flux haussier. Moi je plaiderais plus en faveur du flux haussier. Maintenant, je peux me tromper. On a fait ce que j'appelle une double oscillation baissière, c'est un truc assez rare, c'est-à-dire que ici vous avez un marché baissier qui aurait dû trouver une oscillation haussière, mais comme il y a ce squeeze, hop, on repart à la baisse assez brutalement. Mais vous voyez que les cycles ne sont pas cassés. Donc moi ça ne m'invite pas non plus à penser à un marché baissier. Par contre, j'ai envie de voir à quoi ressemble le marché éventuellement haussier et le cycle acheteur qui pourra suivre. Là, on va avoir un sine wave haussier et je l'espère un momentum haussier et on va voir ce que ça donne. Si on arrive à repasser au-dessus du niveau de squeeze ou si c'est juste un petit pullback pour continuer baissier derrière. Voilà pour le marché crypto. Donc très complexe à décrypter pour l'instant, mais moi je préfère rester dans le scénario. Encore une fois, quand je me projette dans un scénario, pour que j'accepte d'en sortir, il faut vraiment une invalidation. Moi, si vous voulez, je laisse toujours... C'est pour ça que dans la spéculation, je ne mets pas de levier, pour toujours pouvoir adapter en fonction de ce qui va se dérouler. Je me construis un plan et ensuite je regarde comment le marché réagit et j'ajuste ce plan avec évidemment une limite à ne pas franchir. Au bout d'un moment, je vais donner mes stops. Voilà. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'éléments qui m'invitent à me dire « Ok, le scénario est avorté, laisse tomber, tu as juste pris le mauvais candidat. » Voilà.
Je ne pense pas que ce soit le cas pour l'instant, mais évidemment, comme d'hab, en toute transparence, le jour où je prendrai stop, je vous les donnerai, il n'y a aucun problème. Regardez le Bitcoin, hein, ça avait mis 2 semaines à m'emmerder, 2 semaines à travailler avant de produire les gains. Si ça se trouve, ce sera la même chose sur les terres, ça aura mis 2 semaines à chercher le bottom pour me donner des gains en 4 jours derrière. Hein, voilà. Donc pour l'instant, patience, je ne pense pas qu'il faille sauter immédiatement sur les ventes, vraiment, vraiment pas. Tout ça est à surveiller aujourd'hui. Un Bitcoin, même structure, grosse baisse, bougie doji sur un support, stabilisation. Je m'attends là aussi à une réactivation haussière assez puissante. De toute façon, voilà, je pense que c'est très probablement ça qui va driver. Si Bitcoin trouve son support, les altcoins vont probablement suivre, en sachant que là, il y a un faible potentiel. Sur les alts, il y a un très gros potentiel. Je veux juste voir qui en tirera le plus profit parmi les altcoins. Allez, on bouge sur les marchés classiques. Donc Tesla a publié ses résultats hier. Aujourd'hui, on a les NFP. Donc voilà un peu le tableau aujourd'hui. Alors, attendez, hein, je vais juste... Pardon, je dis n'importe quoi. Non, c'est demain, c'est demain le NFP. Aujourd'hui, c'est le gros jour pour la BOE. Donc, qui va très probablement monter ses taux. Et j'espère que ça devrait nous déclencher un petit peu le GBP USD. On va évidemment le regarder, celui-là. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Donc ici, on va regarder TSLA. Donc encore la magie à Wall Street. Donc qui soutient Wall Street, hein. Alors il faudrait que je vous retrouve le truc. Tac, 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 tac. Ah oui, pas mal, d'accord, ça continue bien. Donc $327, 8,86 %. Et alors regardez, je vais quand même vous montrer la magie, parce qu'encore une fois, moi ce qui me fait marrer, c'est quand je vois ce qu'on achète, je me pose des questions. Donc on est toujours sur une action en perte, d'accord, hein, ça perd 150 dollars par... pardon, non, ça perd 3 dollars par action. Donc en fait, vous achetez un truc qui vous fait pas perdre de l'argent, mais presque. C'est-à-dire que votre cash flow, il est négatif. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez acheter un truc qui perd de l'argent, ça vous regarde. Dans ce cas-là, on achète un business model. Moi, le business model de Tesla, vous savez ce que j'en pense. La vision de Musk, c'est de dire on va produire en masse des voitures pas trop chères avec une bonne autonomie de batterie, mais encore une fois, il n'y a pas assez de lithium sur Terre pour produire les volumes demandés, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Encore une fois, normalement, moi je pars du principe qu'il y a les imbéciles dans l'investissement et il y a les investisseurs qui sont rationnels et qui analysent les informations avant de se positionner. J'ai l'impression que Tesla, c'est le truc qui attire les gogos, quoi. Ça fait rêver, les Tesla, c'est des jolies bagnoles, c'est bien fait, c'est un bon business model. Elon Musk est vraiment un bon gars, il a fait PayPal, ça a un succès, il a fait Tesla, un succès, il se lance dans SpaceX, un succès. En fait, ouais, mais quand on te vend du rêve, tu vois, moi je comparerais pas Musk à Steve Jobs, quoi. Dans certaines phases, si. Mais si tu veux, Tesla, ils n'ont rien inventé. Tesla, ils ont pris la bagnole électrique, ils ont dit ok, on va foutre 50 000 balles de batterie dedans, enfin on va foutre 30... on va prendre la bagnole électrique, quel est le problème? Il n'y a pas assez d'autonomie. Bon ok, on va régler le problème. On va pas chercher une innovation technologique, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Tesla veut juste vendre une merde hors de prix si tu es capable de la payer. Une Tesla, ça coûte 80 000 euros. Enfin, sans déconner. Tu te rends compte de ce que tu peux faire dans la vie avec 80 000 euros, autre que conduire une bagnole qui est, certes, différente. Donc en fait, Tesla, ça vise quoi? Ça vise le mec un peu riche qui ne sait pas trop quoi faire de son argent et qui a envie de se sentir différent. Waouh, bravo, ça c'est du gros business model. Donc c'est bien, ça vend. Hein, mais encore une fois, ça vend des véhicules qui font des grosses marges. Donc c'est la seule chose qui fait que Tesla s'en sort pas trop mal, des marges. Maintenant, pensez Jeff Bezos. Qu'a dit Jeff Bezos? Leurs marges sont nos profits. Donc, vous attendez à quoi? À ce que le business model de Tesla il perdure pour toujours? C'est pas possible. Ils pourront pas construire assez de bagnoles que celles qui vous vendent dans les carnets, dans les perspectives et les projections de croissance. Ils ont beau construire des gigafactories pour faire des batteries, il n'y a pas assez de lithium sur Terre. Donc soit il faut trouver une nouvelle génération de batteries, et ça, en gros, ils font le pari risqué de se dire ok, on va la trouver. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc les batteries coûtent toujours extrêmement cher à produire, elles vont le coûter de plus en plus, puisque évidemment le lithium, ça va pas. Plus on va épuiser les ressources, évidemment, plus le prix des batteries va augmenter, parce que si Tesla augmente sa demande et que les quantités disponibles sont toujours les mêmes, les prix vont doubler. Si vous doublez le prix du lithium, alors que c'est le composant principal de ces saloperies déjà hors de prix, les bagnoles qu'on vous vend aujourd'hui construites à 30 000 $ et rentables et
sur lesquels on va faire de la marge et sur lesquels les utilisateurs vont être heureux. Voilà, pensez intelligent. Quand vous achetez votre smartphone, d'accord, il y a une batterie dedans. Vous savez globalement que la durée de vie de votre téléphone, c'est 2 ans. Qu'au bout d'1 an, votre batterie, elle a déjà un peu perdu 30% de son autonomie. Qu'au bout de 2 ans, entre guillemets, vous tenez même plus une journée de charge et ça commence à vous gonfler, vous changez de téléphone. C'est bien, un téléphone. Bon, si vous achetez un téléphone pas cher, ça coûte 100, 150 balles sur un téléphone chinois. Ça marche très très bien. Hein. Si vous êtes un peu chaud, vous achetez des iPhones ou des super Samsung ultra chers, vous mettez 800-900 balles à crédit dans un téléphone. Ça vous regarde, encore une fois. Mais quoi qu'il arrive, vous en changez tous les 2 ans. Est-ce que vous seriez prêt à faire la même chose pour des choses qui valent 80 000 euros et dont les batteries représentent plus de la moitié du prix ? D'accord ? Donc non, vous ne le ferez pas, tout simplement parce que là, ça part d'un money management, enfin, ça demande un argent considérable, ce qui fait que les gens qui ont les moyens de s'offrir des Tesla, ils ne vont pas changer de batterie, ils vont pas changer 40 000 euros de batterie tous les 2 ans. Et puis pire que ça, c'est-à-dire que même s'ils s'amusent à changer les batteries, dites-vous que le prix que vous les payez aujourd'hui, c'est probablement pas le prix que vous les paierez demain. Parce que c'est pas en faisant des économies d'échelle. D'accord ? L'économie d'échelle, encore une fois, dans un business model, ça peut représenter 5 à 10% d'augmentation sur la marge de production, sur le coût de production, donc sur la marge de rendement final. Par contre, le problème, c'est que si votre matière première, elle prend 2 fois le prix, vous avez beau faire de l'économie d'échelle, quoi qu'il arrive, le prix va monter. Donc en fait, vos Tesla, déjà, on vous les vend hors de prix aujourd'hui pour ce que c'est. Hein. Je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, je suis allé les voir, les Tesla. Hein. Encore une fois, c'est un truc que je parle d'un truc dont je me suis renseigné avec un esprit ouvert. Si je n'aime pas Tesla aujourd'hui et si je pense que ce truc-là va se péter la gueule, c'est parce que c'est une putain de coquille vide, aussi vide que leur bagnole. Il n'y a rien dedans en fait. Si vous prenez une Tesla, vous lui enlevez ses batteries, c'est un châssis en alu, du plastoc et de la ferraille, et après il y a juste un moteur, des amortisseurs, une direction à crémaillère et c'est terminé. C'est tout ce qu'il y a sur une putain de Tesla. Donc en fait, il n'y a rien. Effectivement, ils peuvent faire des marges, c'est bien. Mais la Tesla, c'est la batterie. Le jour où vous ouvrez une solution pour les batteries, je te jure que je te mets du pognon à Tesla, il n'y a aucun problème. Tant que le problème des batteries est là, tant que tu me vends ta saloperie bourrée de lithium, j'en achèterai pas une seule. Et pire que ça, je pense que tous les mecs qui détiennent des Tesla aujourd'hui se font juste massivement arnaquer, tout simplement parce que vous achetez une merde dont tout le prix est dans le prix de la batterie, alors que ce prix va probablement être amené à monter et non pas à baisser. Ce qui fait que quoi ? Si vous réfléchissez, le business model de Tesla, quand vous allez sur leur site, c'est tout simplement, vous y allez, on vous dit c'est la révolution, ce qu'on vous vend comme connerie, voilà. Alors le business model de Tesla, c'est d'essayer donc de vous vendre leur home battery bourré de lithium et de vous vendre des panneaux solaires dont l'efficience énergétique n'est toujours pas suffisante pour qu'on puisse espérer, là encore, produire notre électricité qu'avec du solaire, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça produit plus de déchets non recyclables à produire de l'électricité par panneau solaire. Alors c'est bien, mais dans des quantités modérées, mais on ne peut pas produire toute l'électricité du monde avec du panneau solaire pour l'instant, à cause de problèmes technologiques. Mais encore une fois, les problèmes technologiques se règlent toujours au bout d'un moment. Le problème, c'est de savoir quand. Moi, quand ils auront trouvé les nouvelles générations de batteries, je vous jure que toutes les bagnoles passeront à l'électrique. Et là, à ce moment-là, réfléchissez, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce que Tesla vendra plus de véhicules que les autres ? Non, parce qu'à ce moment-là, les marges de Tesla seront les bénéfices des concurrents. Ok, Tesla vous vend de la hype, tout comme Apple vous vendait ses iPhones hors de prix. Apple, ils ont dû faire quoi depuis ? Baisser leur prix d'iPhone pour arriver à les vendre, parce que s'ils ne le baissent pas, tous les concurrents raflent la mise. C'est comme ça que ça se passe, et quoi qu'il arrive, c'est comme ça dans le business. Si vous surfez sur la hype, ça marche un peu, et puis après, c'est terminé. D'accord ? Donc, encore une fois, pourquoi moi je vends Apple en ce moment ? Parce que je pense que la hype proche d'une récession, ce n'est pas le genre de truc que les gens vont s'offrir. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'Apple va disparaître. C'est absolument pas du tout ce que je vous ai dit. Je vous ai juste dit Apple va perdre des parts de marché. D'accord ? Mais je pense que Tesla va perdre des parts de marché qu'ils n'ont déjà pas. C'est-à-dire qu'ils essaient de les grappiller, ces parts de marché, mais ils vont les perdre parce que les constructeurs commencent à arriver sur le marché. Eux, ils font pas le choix débile de Tesla de dire on va juste vous vendre la bagnole 2 fois plus chère et foutre 2 fois plus de batterie dedans, qui encore une fois est tout sauf c'est tout sauf une évolution technologique, c'est juste un truc à gogo, quoi. On vous dit juste la bagnole, parce que voilà, ils ont fait un sondage en fait Tesla. C'est tout simple, c'est qu'ils ont dit pourquoi les gens n'acceptent pas
la voiture électrique? Tout simplement parce que voilà, ce qui en est ressorti, c'est ça, l'autonomie n'est pas suffisante. Donc ils se sont dit, on va s'attaquer au problème, on va juste foutre plus de batteries, et puis on va développer les superchargers Tesla pour que le mec qui veut traverser les États-Unis de gauche à droite, voilà, traverser les États-Unis d'est en ouest avec aucun problème d'autonomie, c'est-à-dire de le faire aussi vite qu'une voiture thermique. Bon, ok, certes, c'est un putain de business model. Regardez les milliards qu'ils ont cramés pour mettre en place leur putain de Tesla chargeur et compagnie. C'est bien, voilà. Mais encore une fois, c'est surtout vendre du rêve très très cher, seulement aux gens qui sont capables de se l'offrir. Donc c'est un marché de niche, mais en aucun cas un marché sur lequel il faut investir, tout simplement parce que c'est bien, ça vendra toujours des Tesla, il n'y a pas de problème, elles se vendront ces voitures. Mais est-ce que ça vaut le coût de payer aussi cher le prix de l'action? Moi je vous dis non, non et non. C'est hors de prix en termes de capitalisation par rapport à la réalité économique de ce genre de niche. Donc encore une fois, si vous achetez une niche hors de prix, faudra vous attendre à de la volatilité. Voilà, la volatilité ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que pour l'instant Tesla ça peine à franchir les résistances pour la raison que je vous évoque, tout simplement parce que les investisseurs rationnels ils savent que tant qu'on n'a pas une nouvelle batterie on ne franchira pas les $400. Maintenant, si les Gugus sont prêts à les acheter plus de $400, encore une fois, moi je les laisse acheter, il n'y a pas de problème. Le jour où ça tombe, ça va tomber violent Tesla. Je ne sais plus quel fonds avait dit que Tesla c'était plutôt pricé à $180 l'action pour un bon prix. Alors effectivement, disons que personnellement, à $180 l'action, Tesla j'en prends, il n'y a pas de problème. Si Tesla arrive ici, on va s'y mettre pour regarder. Voilà. Moi, un Tesla, effectivement, proche des $200, voire légèrement en dessous, je trouve ça intéressant pour acheter. Ici, ça me semble être un prix sur lequel je veux bien prendre le risque d'acheter ce qui pourrait être une coquille vide. Et dans ce cas-là, miser sur la potentialité d'une évolution technologique qui pourrait bénéficier à Tesla, encore une fois. Mais dans ce cas-là et dans ce schéma-là, ça ne me pose pas de souci. Le schéma de dire j'achète aujourd'hui parce que Tesla c'est novateur, c'est machin, et en gros j'achète Elon Musk, je pense pas. Voilà. Et puis pour moi ça c'est pas un schéma d'une consolidation terminée, bien au contraire. Donc achetez si vous voulez, faites vraiment comme vous le sentez. Moi je vous dis, tant qu'il n'y a pas une rupture technologique concernant les batteries, Tesla ne franchira pas $400 avec durabilité. C'est-à-dire qu'on peut très bien y aller, mais pour faire payer les imbéciles. Par contre, derrière, je pense que quoi qu'il arrive, on se dirige vers les $200 à terme. Donc, encore une fois, soyez conscient des risques que vous prenez. Le trading, ce n'est que ça. Si vous achetez Tesla sur le mode « Ah, et ils sont hype et compagnie, puis les gens achètent », faites-le. Vous vous en mordrez les doigts, moi je vous le dis déjà. Mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi, je ne vous donne pas de conseils en investissement. Je vous dis simplement que moi, en termes d'investissement, Tesla, c'est clairement pas l'endroit où j'ai envie de mettre mon pognon en fin de cycle parce que la hype, ça vend généralement très mal pendant les phases récessives. Je vous l'ai mise la dernière fois, celle-là, sur Twitter. Regardez par exemple Apple, j'entends toujours dire Apple c'est génial et tout. Non, Apple c'est ce que j'appelle les valeurs de hype. Moi je les mets dans un secteur très particulier, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des valeurs qui peuvent être bullesques, c'est-à-dire être achetées en fin de cycle. Par contre ça finit toujours très mal derrière. Et je vous prends donc pour l'exemple tout simplement Apple en 2008. C'est-à-dire que ici tout le monde, voilà, Apple, too big to fail. Regardez la belle courbe, c'était beau, c'était parabolique, et bam, il se passe quoi derrière? Voilà, la valeur elle a perdu 60%. Donc c'est bien, voilà, c'est too big to sell, c'est super fort. Voilà, regardez ce qui se passe à chaque fois sur l'action Apple dans les phases récessives. Voilà, ici Apple moins 80%, voilà, pendant la crise des 2000, moins 60% dans la crise de 2008. Et ici, tout le monde pense que Apple, ça va bien se passer et que ça va bien se terminer. Ok, moi je vous dis, il n'y a pas de souci. Soit effectivement, on se fait une petite phase bullesque pour faire acheter les imbéciles. Ce qui nous attend derrière, dans tous les cas, c'est probablement un retour à 60% de baisse sur Apple également, puisque c'est ce qui lui arrive à chaque fois qu'il y a une récession et que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc vous faites, encore une fois, comme vous voulez, mais si vous voulez acheter les valeurs de hype en fin de cycle, vous prenez un risque considérable de perte de votre capital. Pas marginalement, je parle bien d'une vraie grosse perte qui va vous coûter très cher. Et c'est surtout, encore une fois, quel est le prix que vous voulez payer pour acheter un truc? Est-ce que vous voulez acheter
avant les soldes, quand on monte les prix, avant de faire un joli moins 50%, de mettre la belle étiquette qui vend bien, parce que Wall Street, c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire. Ils vous montent le prix, voir qui est prêt à acheter cette connerie, mais en fait, personne n'achète. Les volumes sont très faibles, et c'est normal, parce que c'est des prix stupides, c'est des prix que seuls les imbéciles vont acheter. Mais encore une fois, si une semaine avant les soldes, il y a un pull qui vous plaît, vous savez qu'il y a les soldes dans une semaine, si vous êtes assez con pour payer le pull avant d'attendre les soldes, le vendeur ne va pas vous dire non, il ne va pas vous dire écoutez, vous devriez peut-être attendre les soldes, il va vous dire ok, bon, il n'y a pas de souci, tu veux le payer ce prix-là, je te le vends, il n'y a pas de problème. C'est exactement ça la psychologie Wall Street en ce moment, c'est de dire là on a des imbéciles prêts à acheter des prix complètement stratosphériquement débiles, Apple, Tesla, on va voir Nvidia, mais voilà. Si les gens sont prêts à acheter ces valeurs de cœur, moi j'appelle ça parce qu'en fait c'est des valeurs qui parlent aux gens. Tu vois, tu leur dis Apple aux gens, ils connaissent. Tu leur dis Tesla, ils connaissent. Et ils vont te dire, ouais, effectivement, c'est des trucs que les gens aiment, donc je vais acheter. Alors, putain, mais qu'est-ce que c'est con comme rationnel. Enfin, en termes de stratégie d'investissement, il n'y a pas plus con que ça. Que de dire, voilà, j'ai un iPhone, j'aime bien la marque, j'achète des actions Apple. Oh putain. Bon, voilà, c'est ça qui se passe en fait en ce moment. Les gens se disent, effectivement, je vais acheter les choses qui me parlent parce que le monde de l'actionnariat, le monde de l'investissement, c'est très loin pour eux. Des gens qui comprennent rien du tout à la logique d'investissement. Vous pensez que qui va gagner à la fin? Moi ou eux? Voilà, moi je vous dis tout simplement, moi j'ai une stratégie d'investissement, eux ils achètent des valeurs de cœur. Ils peuvent avoir de la chance à court terme, ça peut effectivement monter, je peux vous dire 99% des chances, ils vont perdre de l'argent et moi je vais en gagner. Voilà. Après c'est comme ça, je peux en perdre un petit peu au début, quoi qu'il arrive, quand on fera les comptes à la fin, c'est moi qui prendrai le pognon. Enfin normalement, hein, voilà, on verra. Allez, bref, parenthèse refermée sur la partie Tesla. On va aller sur des choses beaucoup plus réjouissantes. Donc, comme on a dit, GBP USD à regarder. Donc en daily, pas en weekly. On est bien, hein, ça me paraît pas mal du tout. On voit bien ici que la phase de tendance elle est terminée. On retrouve des oscillations assez nettes. Donc on est bien dans une phase de range qui précède une phase de manipulation très induite par le dollar. Hein. Ça encore une fois, c'est pas un pricing normal. On a réussi à essayer de casser marginalement ce support, mais vous voyez qu'on n'installe pas les clôtures. Ça fait une grosse morning star ici une fois qu'on a démonté les stops sous le support. Autrement dit, ici il y a des acheteurs très agressifs qui se positionnent. Je m'attends à ce qu'à tout moment un petit catalyseur permette de squeezer. Maintenant, le problème du squeeze, vous le connaissez, c'est que malheureusement, on ne sait pas trop comment ça va péter. On peut très bien ici retrouver un GBP USD qui vient chercher les supports inférieurs. Il y en a un ici qu'on peut aller tester. Il y en a un légèrement en dessous. Donc en fait, je vous propose de faire l'analyse tout simplement ici. Donc là, on a deux petits supports inférieurs et ici, il y en a encore un. Et je pense que celui-là, on ne le cassera pas. Mais on va quand même aller l'analyser. Hop. On va attendre qu'il compile le volume. Voilà, ici on le voit très nettement. Il n'y a qu'un seul support à venir tester qui n'a pas été retesté par le marché. Hein. Voilà. Donc là, ici, gros support. Et voilà un peu tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. D'accord. Donc sur la partie GBP USD, encore une fois de la patience, on est sur des scénarios spéculatifs. Tant que ça ne franchit pas les résistances, on ne peut pas mettre de levier, il faut être très patient sur ce schéma-là. Maintenant, moi je pense qu'ici on a une forte chance aujourd'hui avec la BOE de trouver un gros mouvement d'aspiration haussière. Ce serait bien en fait. Ça donnerait enfin un petit peu de respiration à cet actif-là. L'autre option, c'est tout simplement, on continue dans l'installation de ce biseau, c'est-à-dire direction une nouvelle fois la partie basse pour aller tester probablement ces supports. Et dans ce cas-là, je pense qu'on sera par contre sur la phase finale du biseau. C'est-à-dire là, on vient là, on pourra installer peut-être une dernière, c'est-à-dire dans le cas où effectivement on ira à la baisse, on pourrait très bien envisager un truc comme ça. Il y a un marché qui vient là, hop, ici il vous tente la cassure et derrière ça remonte brutal. Donc encore une fois, pour moi c'est une question de timing, mais je pense que quoi qu'il arrive, cette zone-là, qui est la zone médiane en fait, de cette structure un petit peu particulière et qui est due à la manipulation, enfin pas la manipulation, mais la distorsion sur le dollar massivement, dans un marché qui en plus pour moi est haussier. Hein. Donc normalement ça c'est vraiment très brutal comme retour et ça nécessitera quoi qu'il arrive des pullbacks. Hein. C'est-à-dire que même si vous êtes vendeur là de GBP USD, vous êtes complètement débile pour vendre à ces prix-là. Hein. On ne vend pas les supports, on attendrait les pullbacks sous les résistances pour se repositionner vendeur avec au minimum 61% de retracement. Donc vous dites pour vendre, c'est ici que se trouvent les prix intéressants. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'on foutrait à continuer les tendances ici? C'est bien une affaire de mecs qui tradent sans réfléchir ça. Hein. Donc c'est bien des spéculateurs de court terme qui poussent ces tendances.
Tout simplement pour les raisons que je vous ai expliquées hier. D'ailleurs, on a fait une émission hier sur les time frames. Je vous ai bien fait comprendre que effectivement, ceux qui rationalisent l'économie, ce sont ceux qui tradent à long terme. C'est eux qui, de toute façon, ont toujours raison à la fin. Mais vous pouvez avoir un petit problème à court terme avec les spéculateurs qui, eux, n'en ont rien à foutre de la macroéconomie, qui ne font que suivre les flux. Donc il faut faire attention à ça. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a cette vraie bataille entre des traders de court terme et les traders de long terme, ceux qui essaient de rationaliser le marché et ceux qui font que pour pousser, enfin ceux qui suivent les flux de court terme, c'est-à-dire ceux qui permettent d'amplifier les tendances. Donc on va voir un peu tout ça, mais quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est minimum ici et très probablement une target numéro 2 là-haut pour essayer d'aller tester les vendeurs sur la paire GBP-USD. Évidemment, s'il n'y a pas de vendeurs, et je pense que ce sera le cas, on pourra à terme aller chercher les targets finales, c'est-à-dire la zone là-haut. Bon, alors évidemment, ça c'est un scénario moyen-long terme, ça prendra encore quelques trimestres à retourner là-haut, mais je pense que même si on devait poursuivre au sein de ce biseau, la sortie sera haussière, et je pense que c'est les dernières fois que voilà. Alors voilà, c'était pragmatique, je vous l'avais donné hier, ça va se dessiner aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que si on se projette donc à l'intérieur de ce canal, on voit bien qu'ici on oscille autour de la médiane. Ça, c'est la fourchette d'Andrews des derniers creux et sommets. C'est-à-dire que normalement, effectivement, ici, on peut trouver un support. Et tant qu'on reste au-dessus de ça, je ne serai pas baissier. Et vous voyez qu'on a vraiment un gros cluster décisionnel ici. On est sur la médiane du canal majeur. Et en plus de ça, alors là, maintenant, normalement, on n'est même pas supposé le faire comme ça. Le canal majeur, pour moi, il n'est plus là. Je vous rappelle que vous êtes supposé à chaque fois prendre les supports. Là, on a un marché qui monte, d'accord ? On a un marché plutôt haussier, donc on est supposé prendre les supports au niveau des résistants. Donc voilà normalement le schéma dans lequel on est. Okay, vous voyez qu'on est pile poil ici sur le cluster décisionnel. Ici, il y a un des catalyseurs qui arrive en plus. C'est là que ça va se décider sur GBP. Soit GBP, il a fait vague 1, A, B, C, terminé. On partira sur une vague 3, on va sortir des canaux, franchir ses résistances et probablement même celle-là. C'est ce que j'aimerais voir. Option numéro 2, ça ne se passe pas comme prévu. Encore une fois, ce n'est pas moi qui fais le marché, les gars. Je sais que vous... Non, voilà. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est un catalyseur. Le marché va absorber ce catalyseur. S'il décide que c'est baissier, il ira casser tout ça. Et je vous dis probablement aller rechercher la partie basse de ce biseau une nouvelle fois. OK ? Et dans ce cas-là, très probablement, on poursuivra dans ce schéma-là. Je ne vois vraiment pas ce qui contre-indiquerait le marché à faire ça. Hop, 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 on termine le biseau. Mais dans ce cas-là, ce sera juste un faux départ à l'allumage. Moi, je reste maintenant, quoi qu'il arrive, acheteur de GBP-USD. Je pense qu'on n'ira pas plus bas que ce dernier support des 1,28. Une fois qu'on est là, derrière, c'est game over. C'est des prix vraiment très intéressants. Et dans ce cas-là, ici, je mettrai du levier. Moi, soit aujourd'hui, on casse, je mets mon levier et je passe en levier max sur le GBP-USD. Soit je reste en levier spéculatif, je patiente et j'attendrai de me foutre exposé ici. Moi, c'est vraiment ça que je fais, encore une fois. Je spécule, je ne sais pas ce qui va se passer. Si ce qui se passe est ce que j'attends, je fous du pognon. Si ce qui se passe n'est pas ce que j'attends, soit je retire du pognon en perte si j'estime que le risque est grandissant, soit ici, j'estime que le risque n'est pas vraiment grandissant. Je tiens tout simplement mes positions spéculatives, je patiente et j'attends que le marché trouve la structure pour en sortir. Et dès que le marché en sort, je fous le pognon. OK ? Allez, l'euro-yen, ça c'est beaucoup plus réjouissant. On est bien tout droit parti pour la stratégie que j'attendais. Ça s'écroule complet sur l'euro-yen. On est bien ici en préparation d'une énorme vague 3, donc attendez-vous à un schéma plus rapide que ça. Et vous voyez que ça commence bien déjà, on est bien vertical. Je pense qu'il n'y a pas le moindre frein possible avant cette zone-là, qui est donc la médiane. Et vous voyez là pour le coup, la fourchette d'Andrews a bien fait son job, double top sur le haut de la fourchette, c'est très propre. On n'est même pas venu chercher la résistance que j'attendais, c'est dommage, mais bon, je suis quand même rentré sur breakout hier. Encore une fois, je vous donne les trades en direct, c'est pas tout le monde qui fait ça dans le marché, il y en a surtout qui viennent et qui vous disent un jour après, ah ben voilà, alors j'ai vendu là, non, voilà, alors ça a été donné en direct live, je vous avais dit, je vends soit en cassure du support, soit en machin, c'est-à-dire vous aviez eu le signal avant, et en plus je suis venu vous dire en temps réel que j'avais vendu. Donc je suis levier max sur l'euro-yen, donc encore une fois pragmatique et transparent. Là en fait vous prenez ce chiffre-là et vous le multipliez par 4 et vous savez combien je gagne chaque jour sur l'euro-yen. Donc plus ça baisse, plus je vais gagner et je gagne 4 fois les montants qui sont affichés là. Je n'irai pas au-delà de ça parce que ça me paraît déjà pas mal un levier 4 sur l'euro-yen. Donc pour l'instant je reste dans ce schéma-là. Ça me paraît très bien parti. On est vraiment pour moi dans une vraie stratégie bien bear. Je ne vois pas de raison là de flipper outre mesure. On est bien venu faire la structure que j'attendais. Elle se complète. Donc maintenant, je passe sur les leviers max en euro-yen. J'attends patiemment maintenant que le marché se prenne la dérouillée que j'attends.
Voilà. Donc là, en gros, pour moi, c'est j'attends, je fais rien tant qu'on n'est pas ici ou dans la zone bleue, et tant qu'il n'y a pas de signaux, je fais rien. Encore une fois, moi là, en gestion du risque, il se passe quoi? Il se passe qu'on a fait un faux breakout, on a tenté le break, on vient chercher les targets, ça échoue, ça se casse la gueule, c'est parfait. Pour moi, c'est tout ce que je veux. Ça veut dire break de range, pris à contre-pied, on repasse sous le niveau de break, il n'y a rien à faire tant qu'on n'est pas sur le support. Le support, c'était du TP, donc je ne vois pas comment on trouvera un support ici. Entre guillemets, on va venir ici, déclencher les stops, et puis derrière, ici, c'est que des zones à stop, donc voilà, c'est que des trucs où je pense qu'on va juste déclencher du stop sur l'euroyen et s'écrouler. Voilà. Tant que derrière, j'ai pas de signaux d'alarme, c'est-à-dire des TP, des exits, des trucs dans le genre, moi, c'est juste un gros marché baissier qui prend tout le monde à contre-pied, comme je l'attendais. Donc je vais simplement le laisser s'exprimer gentiment. Pour l'instant, c'est la partie euro qui s'occupe du travail. Je m'attends à ce que, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, la partie yen enclenche. Quand celle-là, elle va enclencher, vous allez voir, ça va faire mal. Alors, on a eu le petit faux timing sur la partie yen à cause de la BOJ. Vous voyez que la BOJ, elle a fait ça. On est très très loin d'avoir effacé le premier mouvement baissier. C'est la deuxième fois qu'on est sur un mouvement correctif. C'est-à-dire ici, premier retour sur support, échec au franchissement de la résistance, deuxième support. Là, théoriquement, à baisser, on aurait terminé les corrections. Donc, si le yen a fini sa correction et qu'on se dirige vers un schéma haussier, j'aime autant vous dire que je n'attends que ça. Voir le yen se réveiller, mais si le yen se réveille, ça ne se fait que grâce à la chute des indices américains. Donc on va voir ce qu'il en est. Les ricains pensent encore une fois que tout va bien se passer. Je constate direct qu'à Shanghai, ça ne se passe pas bien. Alors ils tentent le rebond ce matin, mais on va aller plus bas, ça c'est certain. Et moi je vise cette zone-là. Donc il y a encore du potentiel baissier à Shanghai. On va voir si ça permet à Wall Street de dérouiller. Si Wall Street n'arrive pas à déclencher les stops, Wall Street repartira avec tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, si on arrive là et que Wall Street n'a pas déclenché les stops, c'est que Wall Street aura réussi son pari de ne jamais baisser. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura les actions mondiales qui se seront fait dérouiller et Wall Street n'aura rien subi. Donc après, c'est pas grave, la distorsion, elle est là. Elle n'a pas été comblée, elle le sera tôt ou tard. Ce qui fait, comme je vous l'ai dit et j'en ai parlé hier, si pour moi, dans ce cas-là, on est dans le schéma où le S&P 500 ne parvient pas à déclencher les stops et à s'écrouler pour pricer les risques que tout le monde a pricés, le risque, c'est que, évidemment, on continue, mais dans ce cas-là, ils ne monteront plus. Les marchés américains, pour moi, ils seront complètement comprimés du fait qu'ils auront anticipé tous les gains, ils auront anticipé tout ce qui est positif, en évitant tout ce qui est négatif, entre guillemets, ils auront déjà pricé tout ce qui est positif. Donc il n'y aura plus de profit à faire, en fait, à Wall Street. Je ne pense pas qu'ils vont installer une bulle. Je pense que ça, c'est ce que beaucoup d'imbéciles voudraient croire en achetant des ETF, pensant qu'on va partir en mode parabole. Moi, je pense qu'on va faire ça, qu'on va digérer, qu'ils n'auront pas de gain sur les ETF et que dès que ça va commencer à baisser, en plus, ils vont faire du buy and hold, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Oui, mais non, mais on a acheté une bonne économie, une bonne entreprise. » Derrière, ça va chuter en ligne droite et puis ils vont évidemment vendre leurs ETF pas cher, comme d'habitude, en ayant acheté le sommet et en vendant sur les supports. Comme d'hab, l'imbécilité humaine de venir investir dans un marché alors qu'on ne comprend pas du tout les mécaniques qui le composent. Donc voilà, encore une fois, je ne comprends pas la stupidité des gens de mettre des milliers d'euros dans un truc qu'on ne comprend pas. Voilà, enfin, autant aller jouer au casino, c'est encore moins risqué. Mais bon, bref, ça restera toujours incompréhensible pour moi, mais c'est pas grave, ces gens-là font des erreurs, et malheureusement pour eux, c'est moi qui récupère leur argent. Alors, il n'y a pas que moi, c'est clairement pas moi qui en récupère le plus gros, mais c'est pas pour me déplaire, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi le schéma, c'est si effectivement on continue dans la bêtise actuelle, Wall Street devrait probablement plafonner à quelques pourcentages au-dessus des sommets historiques, mais on ira dans le sommet historique. Dans ce cas-là, les autres actions mondiales vont se reprendre. Dans ce cas-là, à Shanghai, on trouvera un bottom. Et moi, dans ce cas-là, je vais plutôt essayer d'acheter les actions européennes. Si on va dans ce schéma-là. L'autre option, je vous dis, c'est Wall Street déclenche les stops, il se casse la gueule, tout le monde prend moins 4, moins 5, moins 7, on va dire, en zone européenne, ils se prennent moins 15 à Wall Street, moins 10, moins 15, on revient sur les zones support, on déclenche tous les stops des imbéciles qui ont acheté des ETF une deuxième fois, je vous rappelle, ici, il se passe quoi? 2 milliards d'ETF achetés, boum, grosse cascade, ils s'en prennent plein la gueule. Là, même chose, juillet, encore un mois historique pour l'achat d'ETF sous résistance. Ils font quoi les particuliers? Ils achètent des putains d'ETF sous résistance. Mais il faut être con quand même. Bon, enfin, moi, d'une vision professionnelle, je me dis, mais les mecs, ils ont juste envie de perdre leur pognon. Donc là, moi, j'attends qu'une chose, c'est que ça déclenche. Et là, dès que ça déclenche, effectivement, c'est le même genre de mouvement épidermique que la dernière fois. Déjà, tout traiter le range avec du prix manipulé, c'est-à-dire que tous les supports ici, ils ont déjà été testés. C'est-à-dire que là, si ça tombe, c'est en ligne droite, aucun support, on enfile tout le monde d'entrée de jeu.
stop court terme, stop moyen terme, stop long terme, on déclenche tout le monde. Ici, on rachète à bon compte. Et évidemment, on peut derrière jouer une petite année 2019 intéressante. Mais encore une fois, si vous voulez acheter avant les soldes, c'est votre problème. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, ça va chier dans les bulles. Tesla, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, ce qui nous attend, c'est plutôt ça. Donc patience, hein, voilà, c'est une histoire de timing. Donc aujourd'hui BOE, demain le NFP, on verra bien. Encore une fois, moi je pense que l'élément exogène qui viendra déclencher les marchés, c'est quelque chose qu'on n'attend pas du tout. Ici, c'était au final tout va bien, tout va bien. Oh merde, on a peur pour l'inflation. Les chiffres de l'inflation n'étaient pas vraiment alarmants, mais il y a eu ces craintes. Voilà, le leitmotiv, si tu veux, la ligne directrice à cette époque-là, c'était crainte sur l'inflation, super. Bon, bah voilà, on amplifie les craintes, et puis tout le monde panique. Et en fait, il faut toujours une raison à Wall Street. C'est jamais les bonnes raisons, hein, encore une fois. Il n'y avait pas vraiment de cataclysme sur l'inflation, mais des petites craintes, et puis on te survend ça. Tout comme, par exemple, Tesla, les résultats sont pas bons. Tu lis tous les articles ce matin, comme le marché price plus 8%, dans ce cas-là, c'est que le marché a raison. Donc il faut trouver les raisons qui justifient la hausse de 8%. Non mais c'est complètement con au bout d'un moment en fait de réagir comme ça. Si vous y réfléchissez vraiment, c'est stupide de réfléchir comme ça, de dire le marché a toujours raison et en fait quand il fait n'importe quoi, il faut lui donner raison. C'est complètement fou. C'est pas le job des analystes de faire ça. Le job des analystes, c'est normalement de regarder les chiffres et de dire ce qui se passe, c'est normal ou c'est pas normal. Là, ce qui se passe, c'est pas normal. C'est Tesla, ça devrait pas prendre 8% une action comme ça. Alors après, on avait déjà anticipé beaucoup de mauvaises choses. C'est peut-être pour ça que ça remonte un peu, mais je pense pas que ça aille au-delà d'un retracement sur Tesla. Donc je vais probablement me faire péter les stops ce matin. Je pensais les avoir mis suffisamment loin, mais apparemment les mecs ont peur de rien puisqu'ils vont réouvrir avec 9% de hausse aujourd'hui. Je vais probablement me faire péter les stops, mais je revendrai. Hein. Tesla, il n'y a aucun souci, je revendrai. J'ai rendu mes gains. Alors ça me fait chier parce que j'avais de très beaux gains et j'aurais peut-être dû encaisser un peu plus. C'est un petit peu un regret, mais c'est le seul regret que j'ai. Hein. C'est-à-dire que Tesla, je me suis dit, non, je vais attendre l'application de la stratégie, je vais attendre qu'on vienne chercher ma target pour encaisser. Voilà, le risque, c'est que là, je vais me faire péter les stops stupidement et tout simplement pour revendre. Hein. On va revenir ici, je vais revendre un coup et on ira chercher mes targets. Mais j'aurais dû encaisser plus ici. Voilà. J'aurais dû encaisser plus, mais comme on avait le break baissier et tout, je me suis dit ah non, earnings release, ça va mal se passer, Tesla va encore publier des chiffres de merde. Alors que je vous rappelle encore une fois, hein, Musk a dit ce trimestre on sera profitable. Bon, ils sont très loin d'être profitables, mais encore une fois, youhou, tout va bien, Tesla n'est pas trop perdant. Non mais il faut arrêter les conneries les gars. Oh, une entreprise pas trop perdante qui vaut $300 l'action, non mais il faut pas nous prendre pour des cons quand même. Donc voilà, tu veux une entreprise pas trop perdante qui mériterait du pognon, General Electric, qui se fait démonter hier, qui prend moins 2,86. Encore une fois, les voies du marché en ce moment sont vraiment impénétrables, et elles sont surtout très connes, mais c'est pas grave. Il faut les laisser faire les couillons tant qu'ils veulent. Moi, je reste investi sur ces valeurs-là parce que je pense que là, il y a un réel potentiel. Mais il faut encore une fois de la patience. Hein, quand les gens font des cons, il faut les laisser faire les cons. Au bout d'un moment, la rationalité revient. Et quand elle revient, tout le monde court sur les investissements intéressants. Je pense que General Electric fait partie de ces valeurs qui ont un petit potentiel de croissance. Mais comme elles sont perçues comme des valeurs safe haven, c'est des valeurs sur lesquelles on se positionne quand on perçoit un risque dans le marché, forcément, pour l'instant, elles ne sont pas recherchées. Elles sont même délestées parce que les investisseurs se disent « Oh, les mecs sont prêts à acheter tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas le moment d'acheter des valeurs refuges. » Voilà. Mais encore une fois, si ça couine à Wall Street, je vous parie ce que vous voulez, que General Electric, ils vont se prendre plus 15%. Hein. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, pour l'instant, je préfère me positionner encore une fois sur le scénario que je développe, c'est-à-dire un retour brutal du risque qui prend tout le monde à contre-pied et qui, en gros, ramène la réalité dans le marché. Regardez, je viens de le voir en fait juste avant, là, en vous en parlant. Si je prends ça, le S&P 500, ici, on va mettre en daily, je trouve que ça parle mieux. Voilà, en daily, ici. Je vais enlever tout le graphique. Regardez la composition du volume. Quand vous avez ça, sérieusement, enfin, moi je vous dis, j'ai l'habitude, j'ai eu tradé en volume profile, en market profile. Moi, quand je vois ça, ça pue le range, mais c'est grave. Quand je vois ça, normalement, c'est stratégie à appliquer là-dedans, c'est du gros range. Et normalement, là, tu laisses tomber tout le truc. Comme il y a déjà beaucoup de volume et que tu as tout le nœud de volume, là, en gros, tu viens ici, mais tu vends comme un cochon parce que normalement, on traverse le range en ligne droite, là. Le range a déjà été bien pricé, tu vois bien le gros volume à la médiane du range. Tu te dis tout simplement que tu prends ton sommet, tu prends ta médiane, tu reportes et tu as ta target immédiatement. C'est-à-dire que là, tu te dis médiane du range, c'est là. Hein, c'est vraiment ce truc-là. C'est la zone à breaker. Tu te dis ici, tu viens, tu prends le bottom à ton sommet,
toujours pareil, hein, quand il s'agit de range, il ne faut pas prendre les mèches, il faut prendre les clôtures. Pour l'opposé, hein, ici on prend la mèche, mais là on prend que les clôtures, tu reportes, tu sais probablement jusqu'où on va aller. C'est dans cette zone-là où il faudra commencer à rencaisser un peu les gains, voire passer acheteur. Mais stratégie de range, c'est-à-dire que là, tous les mecs qui font de la tendance vont se planter. Là, ils pensent tous qu'on est dans une tendance haussière, que quoi qu'il arrive, tous les pullbacks seront achetés, que tout va bien se passer. Ici, ils vont commencer à comprendre que, bon, à court terme, c'est un peu tendu, mais normalement, en plaçant ces stops ici, on ne devrait pas avoir de problème. Sauf que, bam, on va tout faire en ligne droite, leur déclencher les stops. Ici, évidemment, il n'y aura plus un acheteur. D'accord ? Donc, évidemment, on va racler tous les prix pour venir chercher les stops de long terme. Et puis derrière, il n'y aura plus rien. Et on va faire quoi ? Comme il n'y a plus rien et qu'on est en bas de range, on va ranger un peu. Et puis, on va remonter. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi con, encore une fois, c'est un marché qui va aller chercher de la liquidité. Et comme je pense qu'il ne la trouve pas au-dessus, et qu'en plus on a des imbéciles qui achètent des ETF, on va probablement leur refaire le coup du range du début d'année. C'est-à-dire, quand on ne sait pas quoi faire, on va juste péter du stop. Et comme là, il y a des imbéciles qui achètent de l'ETF à prix d'or, effectivement, on va les racler. C'est la stratégie qui, pour moi, me semble la plus prédominante. Il n'y a pas de raison à Wall Street d'aller chercher les sommets. Il n'y a pas de quoi s'euphoriser. On a une économie qui surchauffe, mais grave. On a probablement trouvé les plafonds de profitabilité, ce qui fait que ranger, c'est la meilleure option si on veut gagner du temps. Maintenant, si on veut monter sur les sommets historiques, c'est pas grave, ça fera que précipiter les choses plus négatives derrière. Le gold, on en parle, donc bien évidemment, le gold, pour moi, ça attaque les supports, mais ça ne passe toujours pas. Ça essaye. Alors par contre, là, on a une clôture daily franche sous les précédents niveaux de support daily, donc je m'attends encore une fois à des attaques baissières sur le gold, et je vous l'ai mis hier, et je pense qu'on va en fait terminer l'analyse là-dessus aujourd'hui. Puisqu'on est déjà encore à 1 heure de blabla. Tous les jours, je me dis, je ne vais pas leur faire 1 heure de vidéo, et puis si. Alors, mais c'est vrai que les marchés en ce moment sont vraiment, vraiment passionnants. Moi, je trouve ça passionnant, la persistance, la résilience de ces marchés américains face à tous les risques. Voilà. Encore une fois, là, ce que je vous mets ici, c'est vraiment la perception du marché. Et ce que je trouve complètement fou, c'est que là, tout indique qu'une grosse phase de stress arrive. Les particuliers achètent des ETF. Bon, voilà, va falloir comprendre, va falloir m'expliquer un jour. Donc voilà, l'explication pour moi, elle est simple. Donc le marché du repo, quoi qu'il arrive, là, il fait tout pour se maintenir en dessous. C'est-à-dire que la prochaine hausse de taux de la Fed, c'est terminé. Il n'y aura plus de spéculation possible. Ils vont fermer toutes les portes pour la bubule. C'est-à-dire que là, s'il y a bubule, il faut qu'elle parte très très rapidement. Parce que là, tout simplement, mi-septembre, la Fed rehausse les taux très probablement. Et derrière, c'est game over. Le repo sera au-dessus de 2%. Et ce sera plus rentable de suivre une bubule, ni de la déclencher. Voilà, ce ne sera pas rentable de déclencher la bubule et ensuite de laisser les particuliers s'occuper des prix imbéciles. Donc pour franchir les résistances brutalement et agressivement avec des grosses accélérations de marché, il faut du cash. Pour avoir du cash, il faut des taux faibles à court terme pour déclencher la spéculation. Le problème, c'est que là, on a déjà la corde au cou. Mi-septembre, c'est game over. Ça veut dire ça nous laisse là globalement un mois et quelques pour faire la bubule à Wall Street. Et malheureusement, si on commence à se diriger vers les supports, vous avez compris le principe. Ce que je vois, c'est qu'à côté, on a des junk bonds, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marché de l'obligataire pourri, c'est-à-dire les obligations d'entreprise à haut risque. Tout simplement, celle-là, on a tenté le mode panique ici, au même moment où le repo était passé là. C'est vraiment, il y a eu un mode panique à un moment donné dans le marché, où on a failli glisser. Là, c'était au début du mois de juillet, où franchement, il y avait tout ce qu'il fallait pour glisser. Et puis voilà, on vous dit d'un coup, non, tout va bien se passer, les mecs rachètent du junk bond, mais est-ce que les junk bonds franchissent les résistances ? Non, pire que ça, hier, ça reprend moins 0,5% avec un gap baissier, c'est vraiment mal barré. Le repo, il ne consolide pas plus que ça, il reste sous les 2, il fait tout pour rester sous les 2, mais quoi qu'il arrive, on connaît l'échéance. Donc ici, je vois un marché qui, quoi qu'il arrive, est en train de fermer les portes, et je vous dis, sur celui-là, la conclusion à tirer, c'est que le temps est compté à Wall Street. S'ils veulent une bulle, il faut la faire très vite, sinon après ce sera plus possible. Sur le côté junk bond, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, le marché n'a pas envie de prendre du risque. Parce que pour créer une bulle, il faut déjà revenir en zone optimiste, ici, et il va falloir venir là. C'est-à-dire que pour une bulle, il faudrait théoriquement que les junk bonds soient déjà en zone optimiste et se positionnent très très rapidement vers les zones de greed, là où effectivement on peut installer des bulles. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on a tellement d'argent, on ne sait plus quoi en faire, il faut aller même l'investir
repartir sur du junk bond, c'est-à-dire là vraiment c'est bulle au sommet. Donc on a tout qui se contredit. Ça contredit la possibilité de former une bulle à moyen terme. C'est à court terme encore possible, mais à moyen terme, ça c'est les problèmes, le timing ne colle pas. Là, on voit que les junk bonds, quoi qu'il arrive, on est plus proche de la panique que de l'optimisme et de la version au risque. Côté gold, putain, on est même chose, tu es dans un range, tu te dis en gros là on sait pas trop, là entre guillemets on a peur, et là normalement on est plutôt sur des prix où enfin, pardon, là c'est au contraire, là tu te dis on est plutôt sur un marché très optimiste, mais normalement ici on va avoir une couverture pas chère, donc on va pouvoir généralement aller se couvrir. C'est-à-dire qu'ici on sort des actifs risqués et on fait ce qu'on appelle des profits à faible risque. On essaie de grappiller 5-10% sur les marchés dits de couverture habituels, c'est-à-dire le gold et les marchés de volatilité. Tu vois qu'on a une volatilité qui se réveille. Pire que ça, tu vois que le schéma est haussier, c'est-à-dire qu'on ne casse plus les supports, on casse les résistances. D'un point de vue clôture. Hein. Donc là, théoriquement, tu te dis, c'est quoi la prochaine étape? Déjà d'une, de repasser au-dessus du niveau de volatilité historique, des 15, c'est-à-dire d'aller chercher probablement ma zone des 21, venir faire un pullback sur les 15, et après essayer d'aller se diriger vers les 25, 30 et compagnie, la zone panique. Okay, on la voit bien, la zone panique. J'ai même envie de dire, elle est un peu plus basse en général, la panique zone sur le VIX. Vous voyez, si on dézoome bien, vous le voyez bien, le moment où le marché switch en mode panique, c'est là. D'accord. Au-dessus de ça, c'est panique. Vraiment, la zone des 20 et quelques sur le VIX, au-dessus de ça, on a vraiment peur. On stresse. On stresse grave. Et donc là, vous voyez quoi? Wall Street ne veut pas stresser. Hein. Il faut pas que ça stresse. Chaque fois qu'on est au-dessus du stress, il faut vite calmer le feu. Mais est-ce qu'on arrive à calmer réellement le feu? Vous voyez que le grid mode, on n'arrive plus à l'activer. Pire que ça, si on revient s'installer au-dessus de la médiane historique, c'est qu'au contraire, on se dirigera à terme vers les scénarios de couverture, c'est-à-dire le délestage des positions sur les actions. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est en fin du monde derrière et qu'on va devoir aller en panique mode. Moi, je vous rappelle que moi, je pense qu'on va aller là, brutalement, parce que les gens vont se couvrir, on risque de monter un petit peu en mode panique, mais pour moi, 25, 27, 28 sur la volatilité, c'est clairement j'encaisse ici. Je ne vise pas une volatilité à 50. Hein. Mais je vise un gros pic de volat qui reviendra chercher dans un premier temps au moins la zone des 21, où je vais encaisser une bonne partie de mes gains. Et après, on verra si le marché switch en mode panique pour déclencher les stops. Je pense qu'on devrait normalement se retrouver momentanément dans cette zone panique, c'est-à-dire pour moi passer au-dessus de la zone des 25, entre guillemets, après ce sera 28, 30, encore une fois, là ce sera des mouvements assez court terme, mais je pense pouvoir déjà à ce stade-là encaisser des gains énormes sur la volatilité. Hein. Donc moi ça reste mon scénario. Je pense que Wall Street vend très fortement son scénario de mouvement haussier, mais que malheureusement, parmi tous les actifs qui devraient subir et devraient être sur le même son de cloche, ils sont tous en contradiction formelle avec ce que Wall Street est en train d'essayer de vous vendre, c'est-à-dire que le gold est à prix d'or, même s'il peut aller un petit peu plus bas pour emmerder le monde, c'est pas grave, mais le gold est à prix d'or, le repo empêche toute possibilité de spéculation à moyen terme, donc il faut se bouger le cul si on veut déclencher une bulle, et les junk bonds n'arrivent pas à franchir les résistances, ce qui contredit clairement un mouvement acheteur pour l'instant, mais beaucoup plus un mouvement de prise de profit et de sécurisation de gains, c'est-à-dire de baisse indicielle, alors que les imbéciles sont d'ores et déjà en train d'acheter les résistances à coups d'ETF. Donc faites attention, il y a tout ce qu'il faut pour une chute brutale, comme le début d'année, une réplique pure et simple de ce que le marché a fait en janvier. Pas une fin du monde, pas nécessairement... on n'est plus dans le contexte que je vous disais avant. Hein, tout simplement. Alors je vais revenir parce que c'est vrai que certains vont dire ouais mais Phil t'es toujours en train de changer tes scénarios. Oui, je m'adapte, hein, d'accord, c'est ce qu'on demande à un trader, de savoir s'adapter, pas d'avoir un scénario figé et de croire qu'on a toujours raison, ça n'a rien à voir avec ça. Rappelez-vous, moi depuis le début de l'année je vous défends le fait qu'on est dans un schéma correctif et qu'on va ranger. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quelle serait la structure du range. Quand on était dans ces phases-là, j'imaginais toujours des 10 à 15% de baisse, tout simplement pour faire en fait de l'ABC. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ce sur quoi je spéculais, c'était A, B, C, d'accord? Ça, c'était mon scénario du départ. J'attendais, je pensais qu'on avait le point B ici. Bon, je me suis fait niquer. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, ok, ici, on est juste sur des structures de consolidation plus complexes. Et c'est pas grave, on va chercher. J'ai retenté mon point B ici, parce que j'avais toutes les raisons de penser que c'était possible. Dans ce cas-là, je m'étais dit, on fait un point B en triangle et on se casse la gueule pour chercher le point C. Toujours à peu près les mêmes targets. Ça menait toujours vers là. Le problème, c'est que maintenant, mon point B, il est là, d'accord? Et dans ce cas-là, ça annonce plutôt un range flat, c'est-à-dire le point B au niveau du point d'origine. Ça annonce ça généralement, un point C à proximité du point A.
D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vise plus que ces zones-là. Tout simplement parce que là, mon contexte de range a changé. Il ne m'ouvre plus les possibilités d'aller jusqu'à 2340. Je pense qu'en cas de chute à Wall Street, on va s'arrêter probablement vers la zone du support précédent. Faire tout simplement, soit on arrive à déclencher quelques stops pour aller un petit peu plus bas et casser les couilles à tout le monde, ce qui fait que je ne vais pas acheter à l'aveugle ici, mais je pense que Wall Street reste dans une stratégie de range où acheter sera intéressant. Par contre, il faut acheter 10 à 12% plus bas. Là où je pense que les indices européens ne prendront que 5 à 6% de baisse et les indices chinois probablement seront en fin de crack assez rapidement. Ok ? Voilà le schéma. Donc derrière, où est-ce que je vais acheter ? J'achèterai un peu de Wall Street, parce qu'il y aura quand même un potentiel à la hausse, mais j'achèterai surtout, je pense, un petit peu côté chinois. Moi, je pense que là, côté chinois, sérieusement, il y a des prix très très attractifs. Donc là, certaines actions chinoises, je pense qu'il faudra essayer d'aller regarder parmi les composants donc du Shanghai Composite, essayer de trouver si on n'a pas quelques valeurs intéressantes. Voilà, donc je vous donne déjà le prochain schéma. Si ça se passe comme ça, que Wall Street se casse la gueule, qu'on termine les cracks à Shanghai et compagnie, je pense que c'est côté Shanghai que des investissements peuvent être faits. Là, on parlera d'investissement moyen terme à Shanghai. On parlera d'investissement avec durée 6 mois, 1 an. Voilà. Donc essayer de choper des valeurs intéressantes mais spéculatives à Shanghai pour essayer de jouer des trades de 1 à, allez, on va dire de 12 à 18 mois de croissance derrière sur des valeurs intéressantes, sur des secteurs niches, porteurs, qui auront été survendus pendant la phase de crise. Voilà. Donc à surveiller aujourd'hui GBP USD, j'espère voir l'euro yen continuer son mouvement, mais plus par l'aspect yen que par l'aspect euro. J'attends de voir ce que je vais faire sur Tesla et à quel prix je revendrai cette merde. Et c'est à peu près tout. Et j'aimerais voir General Electric retrouver des couleurs cette semaine, si possible, sous fond de crise de risque. Voilà, attendez-vous à une chose. En fait, si ça tombe de 10-12% à Wall Street, General Electric prendra l'opposé, c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que General Electric, pour moi, il y a bien un potentiel d'au moins 10 à 15%. Et franchement, je pense même que General Electric peut se retrouver là. Mais vraiment très brutalement, c'est-à-dire tout ce qui sortira de Wall Street ira dans les actifs refuges. Et General Electric, pour moi, sera un de ces refuges. La séance d'hier est assez rocambolesque. C'est-à-dire que normalement, quand on fait un truc comme ça, un pullback comme ça, c'est assez rare derrière. Surtout quand on avait déjà eu le flux baissier ici. C'est-à-dire que là, normalement, on invalide le flux baissier et il se passe quoi ? Ah bah non, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans une valeur qui range, qui comprime avant une sortie, et j'espère une sortie haussière. Mais ça dépendra des souhaits de Wall Street. Donc si Wall Street passe en mode risque, certains, General Electric va exploser. Si Wall Street continue dans le mode greed et acheter tout ce qui est suracheté et délester tout ce qui sous-performe l'indice, c'est-à-dire continuer dans la prise de risque exacerbée, dans ce cas-là, effectivement, je pense que General Electric pourra casser son support. Et pour moi, dans ce cas-là, ce sera un allègement, voire une sortie totale en perte, tout simplement pour acheter plus bas. Voilà. Ah tiens, ça va être intéressant ça. Celui-là, je vais le lire, parce que ça, effectivement, c'est ce que je pense, mais j'aimerais bien savoir. Alors, Apple va faire son trillion, oui, ça c'est bien. Blablabla. Living in the room at the top. Ça, c'est quoi ça? Ah, ok, d'accord. Bah voilà, d'ailleurs, par exemple, vous voyez, General Electric, ça a été l'entreprise la plus chère du S&P 500 pendant plusieurs années. Et maintenant, vous vous rendez compte, c'est limite si on se demande si on ne doit pas la sortir. Alors, elle est sortie du Dow Jones il n'y a pas longtemps. Vous voyez, enfin, c'est comme quoi le destin des entreprises, c'est quand même pas... voilà, bon, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, General Electric, c'est pas le secteur que Wall Street a envie de vendre comme étendard de sa réussite. C'est plus, on a envie de vendre de la tech en ce moment, de vendre du rêve américain. Vous avez bien compris le principe. Mais vous voyez, le règne de Apple pourrait se terminer. Vous voyez qu'en gros, rien n'est figé à Wall Street. Alors le règne de la tech, c'est bien, mais encore une fois, je pense que c'est un cycle, et je pense que quoi qu'il arrive, la tech ne sera pas nécessairement le cycle porteur pour toujours and forever. Mais voilà, là on avait l'ère technologique, là on a l'ère du service et de la technologie. L'ère de la technologie. Et je pense que ce qui nous attend derrière, c'est l'ère du service. Et malheureusement, je pense que le service, pour moi, n'est pas vraiment représenté par Apple. Je vous dis rien, mais pour moi, ça commence par AMZN.
Donc je pense que de toute façon, dans les prochaines décades, c'est Amazon qui prendra le lead de l'économie américaine. Mais ça me regarde. Mais vous savez déjà chez qui je vais investir au prochain cycle économique, et ce sera certainement pas Apple. Been short-lived for some who have worn the crown, yes. PetroChina, ok, bon bah voilà, donc c'est ça. En gros, ce qui sous-entendent, c'est que quand tu as été leadership du S&P 500 pendant plusieurs années, bah, généralement c'est quelque chose de court terme, c'est-à-dire que derrière tu n'es plus le leader. Donc en gros, voilà, hein, Microsoft a perdu 310 millions en 2000 pendant qu'il s'est pété la gueule pendant le crack. Donc je m'attends, comme je vous l'ai défendu, à ce que Apple se fasse démonter pendant le prochain crack, et derrière moi je ne l'achèterai pas parce que je pense que d'autres valeurs lui prendront le leadership, et je vous ai déjà donné le nom de celle sur laquelle je ne vais pas hésiter à miser, hein. Amazon, ça pour moi c'est clair, et on parlait de business model tout à l'heure, pour moi le business model de la hype, par contre le business model du service et de la vente à distance, je pense que ça c'est le business model du prochain cycle économique. Et je pense qu'Amazon est clairement the big one sur lequel je veux miser. Mais encore une fois, moi je vais miser dessus quand ce sera cheap, quand ce sera en récession, quand les valeurs, quand on sera pendant les soldes. Pendant les soldes, je n'hésiterai pas à aller vous acheter des trucs comme ça, hein. Mais pour l'instant, bon, ceux qui veulent acheter à ce prix-là, à 1800 $, c'est leur problème. Moi, j'achèterai les soldes, pas le pull, pas le joli pull que j'ai envie de m'acheter 3 jours avant les soldes. Voilà, encore une fois, ceux qui sont patients auront de meilleurs prix que ceux qui ne sont pas patients, hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas patients n'auront pas quand même de bons prix, enfin, ne feront pas de gains. Mais pour moi, là, tu achètes Amazon aujourd'hui à 1800 $, il te faudra probablement plusieurs années avant que ça remonte ce prix-là post-récession. Alors que moi, je vais acheter en bas et je serai très rapidement probablement en gain. Allez, bye bye. Ah non, question, putain. Alors, question. Briefing Daily. Ah merde, il faut que je vous mette en ligne le truc d'hier. Alors, est-ce que tu pourras faire une vidéo émission questions-réponses? Alors, oui, mais je préfère éviter de le faire pour des raisons évidentes. D'une part, je ne vais pas vous faire de conseils en investissement. C'est un métier et puis je n'ai pas le droit de le faire. C'est interdit en fait, hein, tout simplement. Donc, je ne peux pas le faire, tout simplement, pour ces raisons-là. Donc c'est des raisons légales, j'ai pas envie de me faire emmerder par l'AMF. Du conseil en investissement, c'est purement et simplement interdit, donc je ne le ferai pas, et du conseil fiscal encore moins. Parce que vous connaissez l'approche que j'ai, moi, c'est-à-dire que quand j'attaque un sujet, je l'attaque de plein fouet, je ne fais pas de détour, et je parle des vrais sujets. Le problème, c'est que parler de la fiscalité, je vais devoir parler de sujets dont je n'ai pas le droit de parler, c'est-à-dire l'évasion fiscale et tous ces trucs-là, et je préfère éviter d'aborder ces sujets-là. Donc je ne ferai pas d'émission, mais ce n'est pas parce que je dois vous cacher, c'est parce que je ne pourrai pas l'aborder de la façon dont j'ai envie de le faire, pour des questions légales, et dans ce cas-là, je préfère ne pas le faire. Alors fin du crack pour novembre, peut-être, j'en sais rien. Je ne connais pas le timing, tout ce que je peux dire, c'est pour moi, fin août, début septembre, va y avoir un moment très 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 charnier sur le secteur des cryptos. Soit derrière, on explose à la hausse, on pète les 10 000 $ et tout est boule dans le meilleur des mondes. Soit sincèrement, ça retombe et on verra bien. Alors, mon deuxième LTC, ok, si tu veux, pas de souci. Soyez juste conscient de la gestion de votre risque pour l'instant. On est sur des marchés assez tendus. C'est des scénarios extrêmement risqués qu'on est en train de faire. Donc si vous mettez beaucoup de pognon, pire si vous mettez du levier. Je vous rappelle, le levier, la seule différence que ça fait entre vous et moi, c'est que moi, par exemple, là, comme j'ai acheté avec des fonds propres, si je veux faire du buy and hold, ça me regarde. Je peux le faire. En fait, théoriquement, personne ne peut me piquer mon pognon parce que j'ai pas mis de levier. J'ai acheté avec des vrais euros, sans effet de levier, ce qui fait que là, en gros, il faut juste que toutes les cryptos meurent pour que je perde mon argent. Pour l'instant, j'ai donc une marge de manœuvre sur le stop qui est illimitée. Maintenant, j'ai une gestion du risque qui fait que je ne vais pas non plus risquer plus que ce que j'avais prévu sur ce scénario-là. Mais pour l'instant, si je dois ajuster un peu le stop sur les terres, je le fais. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà. C'est-à-dire que, comme je dis, je ne flippe pas. Moi, dès que je vois une baisse, c'est pas très grave. J'attends de voir comment la contrepartie acheteuse va se positionner sur ces supports. Soit elle laisse filer et je sors, soit elle ne laisse pas filer. Et dans ce cas-là, je vais renforcer. Alors, de prendre du Xiaomi, je pense que le futur niveau technologie prix, mais je ne trouve pas le ticker. Alors, Xiaomi, tu pourras le trouver sous le nom... c'est ça. Donc, c'est... non, mais ça, c'est l'introduction. Non, voilà. Registered shares. Non, c'est pas ça non plus.
Ah oui, ok, d'accord. C'est bizarre qu'il l'ait mis à 18-10, c'est assez space comme truc. Mais voilà, c'est ça, Xiaomi. Hein. Donc voilà, tu vois, l'ouverture, le pump habituel, le pullback. Moi, je pense que là, d'ailleurs, Xiaomi, pour l'instant, ça va être intéressant. Alors, pas tout de suite, hein, comme je l'ai dit, moi, j'attends le timing de fin de crack à Shanghai sur les marchés chinois. Quand les marchés chinois auront terminé le correctif, Xiaomi, je vais en prendre. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais pour le moment, ce timing, pour moi, n'est pas là. Je veux attendre que Wall Street se pète la gueule. Quand Wall Street se sera pété la gueule et qu'il aura fait consolider l'ensemble des marchés, si tout le monde se stabilise ensuite et qu'on retourne sur un cycle d'investissement, on va dire, court terme, moyen terme, horizon 6 mois, horizon 12-18 mois, je pense que dans ce cas-là, on peut avoir une fin d'année haussière, une mi-2018, mi-2019 haussière, et une fin 2019, on commencera à rechercher à nouveau les big shorts. Mais ça laissera un créneau d'investissement à durer 1 an, et dans ce cas-là, je pense qu'il y a des valeurs comme Xiaomi qui peuvent attirer les capitaux, bouffer les parts de marché en fin de cycle, et qui dans ce cas-là se retranscriront sur les prix. Mais encore une fois, avec des vraies réalités économiques. Xiaomi, ça mangera des parts de marché en fin de cycle. Apple, ça fait rien du tout à part brûler du cash là. Ça rachète des actions. Donc encore une fois, ce sont des hausses techniques stupides auxquelles je ne vois pas d'intérêt de donner mon argent pour ça. Par contre, acheter du Xiaomi en fin de cycle pour qu'il bouffe les concurrents, ça oui, ça m'intéresse. Donc effectivement, je donnerai du pognon à Xiaomi, mais pas encore. Je pense que le timing n'est pas opportun. Mais on n'est pas loin, on va revenir sur le prix de l'IPO. Il me semble que c'est intéressant de se positionner sur ce truc-là. Pas tout de suite. Mais pour l'instant, surveiller la valeur qu'a fait son pullback, mais je pense qu'elle sera assez intéressante. Et derrière, vous voyez, on jouera les projections du cycle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura trouvé le bottom, j'essaierai de jouer une extension probablement 127 à 161%. C'est-à-dire que je pense qu'ici, on devrait se stabiliser sur cette valeur normalement. Donc là, j'attends que ça se stabilise un petit peu. Une fois qu'elle trouve un support ici assez solide, ouais, je viserai un 127, 161 derrière. Donc probablement 25 dollars me semble, 25 Hong Kong dollars me semble intéressant pour une target sur cette prochaine valeur. Et puis si je vois qu'ici il ne se passe rien, je laisserai filer pour aller chercher des extensions un peu plus hautes, 27, 30. Voilà, encore une fois, quand ça monte et qu'il n'y a pas de valeur, il faut trouver une valeur d'équilibre. Et pour ça, ça s'appelle tester le marché. Voilà. Donc là, si je viens en 15 minutes, parce que là, honnêtement, il n'y a que là que j'ai assez d'historique sur cette action-là, on voit bien les zones. Voilà. Moi, il semble ici, il y a un gap haussier et on ira difficilement en dessous de ça. Et vous voyez, en fait, c'est ce que le marché a payé pour l'instant. Je m'attends à ce que là, Xiaomi, ça constitue un support. Et quand ça constituera bien ce support et que les signaux vont commencer à repasser bullish, je suis totalement prêt à soutenir la prochaine tendance haussière. Ok, je pense ici qu'on est sur le support, je ne vais pas vous le cacher, je pense d'ores et déjà qu'on y est, mais je veux voir quand même une stabilisation de la valeur et être sûr qu'elle ne passe pas en négative, parce que si elle devait passer en négative, là ça change la donne. Dans ce cas-là, je vais attendre que la volatilité baissière se mette en place. Vous voyez, si par exemple là ça continue de cracher à Shanghai et que ça ne s'arrête pas sur les niveaux que j'ai identifiés, Xiaomi peut faire partie des valeurs qui se font dézinguer, et dans ce cas-là, je préfère les acheter à bas prix. Si on doit avoir de la volatilité baissière, vous voyez, ça c'est prix d'ouverture, volatilité haussière, consolidation. Si ça repart sur un schéma haussier, on est dans une tendance haussière sur Xiaomi. Si Xiaomi se prend de la volatilité baissière, dans ce cas-là, ce sera une stratégie de range, mais je veux attendre d'avoir des signaux de bottom de range pour ça. Ok ? C'est-à-dire j'attendrai qu'il y ait un breakout baissier qui soit invalidé. Le jour où on invalide, exactement comme ça. Voilà, en fait, regardez, l'exemple, je ne peux pas faire mieux. Breakout haussier, invalidé, boum. Là, vous savez qu'on a un sommet de range ici. D'accord ? Donc, soit la valeur est haussière, mais ici, on a trouvé une forte résistance. Et je veux voir si on trouve un support ici ou si on va chercher de la volate baissière. Et j'attendrai l'opposé de ça, c'est-à-dire breakout baissier, target, invalidation du break. Et là, je pourrais me dire, on a trouvé le bottom du range. Je passe à l'achat, tout simplement, dans ce cas-là, dans une stratégie de range. Je ne sais pas, en fait, quel est le contexte ici. Soit mon contexte est un marché haussier si on tient ce gap initial ici, soit ce marché n'est pas haussier, c'est un marché de range. Dans ce cas-là, j'attendrai une phase de volatilité baissière. Quand et où as-tu pris goût pour le trading et appris les bases Alors non, j'ai pas fait d'études supérieures. Tous mes profs voulaient que je le fasse et je leur ai dit non, ça m'intéresse pas. Tout ça pour aller apprendre l'agriculture. Mais j'ai un parcours professionnel assez space, je vous l'ai toujours dit. Alors... non, je ne suis pas à la recherche d'un Citroën Cactus, j'en ai acheté un, mais du coup j'ai fait beaucoup de recherches sur un Cactus,
et donc forcément, il continue. Mais c'est très marrant parce que tu vois, la dernière fois, je me faisais cette remarque, et justement, quand je vous faisais le truc, je regardais Investing et je me disais, putain, ils font chier parce que c'est vrai qu'avec leur pub ciblée à la con, je me dis, ils savent tout ce que je fais. Mais, genre la dernière fois, je me suis acheté des shorts, il y avait des shorts ici, et je me dis, putain, mais fuck, quoi, j'ai plus le droit, je n'ai plus de liberté dans ma vie, et le problème, c'est qu'en plus, si je mets l'adblocker sur Investing, il me laisse plus regarder Investing. Donc j'espère qu'un jour, j'irai pas acheter des trucs. Il faudra que je fasse attention aux pubs qui s'affichent. Alors par contre, Xerox, là, c'est pas ciblé. Hein. Je suis pas recherché d'imprimante ces derniers jours. Mais effectivement, je trouve ça assez marrant parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur Investing, ils me foutent des putains de pubs ciblées. Alors eToro en plus, alors ça c'est magique hein, parce que tu sens le ciblé sur le truc. Le mec qui fait du trading, bam, allez, on lui bourrine du eToro dans la gueule. Bon, voilà, hein, mais je trouve ça très marrant. Mais effectivement, voilà, bon, pour la petite histoire, je te le dis, hein, c'est juste parce que je me suis acheté un cactus, parce que j'aime beaucoup cette caisse, et voilà. Mais c'est tout. Plus c'est long, plus c'est bon. Pas forcément, hein, mais bon, il paraît. Alors, le kiwi, c'est l'homme héroïne, une fois que tu y as goûté, c'est pour ça que j'ai quand même des doutes. Possibilité de sortir du kiwi européen. Ouais, moi je pense que si, hein, tout simplement, parce que en fait, comme tous les camés, en fait, soit tu vas vers une fin dramatique, c'est-à-dire ta mort, soit es intelligent et tu cherches des substituts, c'est-à-dire que tu passes par de la méthadone et compagnie, et puis tu en sors. Hein. C'est pas impossible du tout d'en sortir, clairement pas impossible. Mais par contre, il faut avoir une force d'esprit derrière. Moi, je pense que le marché, il n'a pas d'autre choix que d'en sortir ou il va mourir. Donc, je ne pense pas que le surenchère dans le crédit soit la solution au problème. Et je pense qu'on a atteint des niveaux de liquidité extrêmement dangereux. Et que il est temps de penser à la méthadone, c'est-à-dire à l'assouplissement des bilans, et puis laisser faire une crise, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, quoi qu'il arrive, méthadone ou pas, au bout d'un moment, un camé, il va falloir l'enfermer dans une pièce et le laisser prendre le plus gros bat de sa vie. Et je pense que tout simplement, c'est ce qui attend les marchés, hein, c'est-à-dire un gros bat de crédit, tout simplement l'explosion d'une bulle de cred. Et puis derrière, on verra bien si la méthadone peut servir pour purger le marché des dettes pourries, ou si tout simplement on recolle un nouveau bazooka monétaire, entre guillemets, à chaque fois que tu te purges, tu retournes toujours voir le dealer à chaque nouveau cycle. On va voir, hein. Moi je pense que non, j'aimerais qu'à un moment donné, je pense que le marché est con, hein, par définition, mais il n'est que le reflet de l'être humain. Et l'être humain est souvent très con, mais il est aussi des fois extrêmement innovant. Et je pense que le prochain cycle économique va changer la donne. J'espère en fait que les cryptos seront ce catalyseur pour sortir de cet aspect crédit permanent. Et j'aimerais en fait que l'investissement se fasse sous forme de crypto-devises sans que nécessairement vos euros et vos dollars disparaissent. Mais j'aimerais effectivement que la partie investissement se fasse qu'on arrête le shadow banking, toutes ces merdes opaques et compagnie, le surcrédit dopé, l'impression no limite de bifton. Je pense que l'investissement doit se faire de façon plus saine et effectivement utiliser les smart contracts et la blockchain peuvent être des schémas beaucoup plus intéressants pour l'investissement. Entre guillemets, au lieu de faire des IPO, on fait des ICO, quoi. Et à voir, hein, encore une fois, le système trouvera toujours des moyens de se pervertir, mais je pense que si on doit assainir le système d'investissement et le système financier global, la crypto-devise, enfin la blockchain et pas les crypto-devises sont, je pense, une porte ouverte en tout cas, et j'aimerais que le marché aille là-dedans pour se purger un peu, plutôt que d'éviter la simplicité. Voilà, tu vois, en fait, ce que tu viens de dire, ça illustre très bien ce que je pense. Je pense qu'on a vraiment affaire à un camé, et pas des plus simples, hein, c'est vraiment l'héroïnomane, à la seringue, le pire que tout, quoi. Mais encore une fois, ces mecs-là, ils ne sont pas dans la tombe tant qu'ils n'y sont pas. Hein. Voilà, tant que tu n'es pas mort, tu peux te relever. Et même si c'est dur, et même si tu vas souffrir, des fois, c'est bon, c'est positif. Voilà. Et encore une fois, je pense que là, on a une porte, on ouvre une porte, et on va voir si le camé choisit tout simplement de se foutre triple dose dans la gueule avant d'exploser et de mourir, soit tout simplement de se dire, ok, je vais le tenter un coup de me sevrer. Voilà. Donc on va voir. Moi, j'espère que le marché choisira la porte de sortie qui lui est offerte, qui est une porte de sortie technologique et révolutionnaire. Si le marché préfère continuer dans ces stupideries de crédit, ça se paiera de toute façon un jour par l'effondrement du système financier. Mais je pense qu'on a un moyen de le faire survivre, plus que survivre, de lui redonner peut-être un nouveau souffle, et j'aimerais sincèrement que ce choix soit fait. Mais ça, c'est ma conviction, encore une fois, le marché peut choisir de continuer dans la connerie.
que je le suivrai de toute façon. Hein. Encore une fois, quand il s'agit de trader, vous avez vos convictions, mais le trading, c'est une chose différente. Le trading, c'est même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe au bout d'un moment, soit on arrête de lutter, hein, je vais dire, on ne lutte pas contre le marché. Voilà, c'est surtout ça la leçon qu'il faut que vous preniez, c'est que si vous luttez contre le marché, vous vous ferez toujours défoncer. D'accord ? Par contre, si vous êtes en contradiction avec le marché, ça ne vous empêche pas de continuer à être en contradiction, mais avec un timing. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne lutte pas, c'est-à-dire on ne tient pas les pertes, mais on accepte de les prendre et on répète le scénario à chaque fois qu'un timing se propose. Et au bout d'un moment, vous verrez, ça finit toujours par passer. Hein. Voilà. Et évidemment, en fait, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est que tu vois, tu peux avoir tort dans les marchés et être gagnant, mais la plupart des gens ont cette bêtise ambiante de dire comme tu as tort et comme tu luttes contre le marché, tu es forcément perdant. Moi, ça, je vous dis, j'ai mis des années à me sortir de cette image-là qu'on m'a collée, de cette étiquette qu'on m'a collée sur la tronche il y a déjà plusieurs années, où, entre guillemets, comme Phil, c'est le mec qui lutte contre le marché, enfin, qui lutte. Comme Phil, c'est toujours un trader agressif, donc il est toujours contre-tendance, et du coup, avant que la tendance s'inverse, tout le monde me prenait pour un débile, et tout le monde me disait, comme il lutte, il est forcément perdant. Non, parce qu'il suffit en fait, tu peux très bien être dans le mauvais sens et gagner quand même de l'argent dans le trading. Il suffit juste de le faire avec un bon timing et une bonne gestion du risque. Alors il va de soi derrière que celui qui est dans le bon sens et qui fait la même chose que moi avec la même gestion du risque gagnera plus. Ça c'est clair et je voulais toujours dire. Mais on peut être dans le mauvais sens et faire de l'argent. C'est cette idée stupide de dire qu'il faut avoir raison dans le marché, c'est vraiment un truc de débutant et c'est complètement con. Il faut s'en détacher de ce truc. Voilà, celui qui fait du pognon dans le marché, c'est pas celui qui a raison ou celui qui a tort. C'est juste celui. Alors celui qui a un bon money management, une bonne gestion du risque, et qui en plus va être dans le bon sens, fera un max de pognon. Ce que je vous dis, moi en général, dans l'année, 70% de mes gains, c'est 3 ou 4 scénarios. C'est ceux qui se sont développés parfaitement et sur lesquels j'ai pris un max de blé, parce que j'ai bien géré mon risque, je me suis bien positionné, et en plus de ça, j'ai bien renforcé le scénario en cours de route. Donc là, en général, c'est banqueroute, je me gave sur ces scénarios-là. Mais dans une année de trading, il n'y en a pas 50 des scénarios comme ça. Et il y en a beaucoup, par contre, qui sont échoués ou ratés ou faussement spéculés, mauvais timing, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est clair, il y en a plein. Mais encore une fois, quand les gens voient que tu te rates, ils pensent que tu perds beaucoup à chaque fois que tu te rates. Non, en général, je perds pas grand-chose quand je me plante. Par contre, quand ça marche, je vous dis, et je vous donne les leviers. Hein. Donc je vous l'ai dit, moi, les scénarios qui marchent cette année, qui m'ont filé du pognon, il n'y en a pas 50. Euro-yen, AUD-NZD et les ventes indicielles du début d'année. Ces 3 scénarios ont fait l'intégralité de mes gains de l'année pour l'instant. Et derrière, j'ai fait que rendre une partie de ces gains sous forme de petites pertes spéculatives. C'est tout. Voilà. Et j'attends maintenant que le dernier scénario de l'année, j'espère, se réalise à nouveau sur l'euro-yen, à nouveau sur la UDNZD et à nouveau sur les indices américains. Et si je tape 2 fois et que je tape une nouvelle fois sur ce truc-là, je vais faire une année de dingo. Voilà. Maintenant, on va voir, je ne sais pas. Pourrais-tu regarder le BNB? Je trouve intéressant car Binance a de réels fondamentaux et ils sont montés en 6 mois un exchange avec 1 billion volume par jour. Oui, mais alors attention, moi le problème de Binance, c'est que Binance c'est un volume de spéculateurs et alors je vais t'expliquer. Ça, je sais que vous aurez du mal à le comprendre, mais je vais quand même essayer de l'expliquer. Pour moi, Binance, ça peut survivre, mais ça va être mis au stress. Ça risque d'être soumis au stress. C'est la vision que j'en ai dans la vision, on va dire, purement financière. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour avoir une entreprise et pour la payer, il ne suffit pas qu'elle soit juste montée. Une entreprise solide, c'est parce qu'elle monte bien, qu'elle génère du chiffre et qu'elle survit au stress. Je pense que Binance n'a pas encore subi de stress et que ça ne va pas tarder à arriver. Tout simplement, sous quelle forme? Là, c'est de la pure spéculation que je te fais, c'est de la projection. Donc ça peut très bien se passer pour eux. Mais moi, avant d'investir sur Binance, je veux voir comment ils résistent au stress. Ce qui veut dire que je m'attends à ce que, d'un point de vue institutionnel, soit ils vont stresser la chose, soit ils vont attendre que le stress arrive naturellement. Et comment tu le fais? Tu regardes tout simplement quel est le business model de Binance. Binance, il mise sur les spéculateurs, sur effectivement des volumes, mais surtout des volumes spéculatifs. Et comme je vous ai dit, moi je m'attends à un crack spéculatif, c'est-à-dire qu'il y ait une phase brutale de purge des spéculateurs. Et donc à ce moment-là, effectivement, les volumes d'échanges vont être énormes, mais derrière, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que derrière, il n'y aura plus de spéculateurs. Donc il n'y aura plus de volume. Et à ce moment-là, je veux voir comment Binance réagit. S'ils ont un vrai bon business model, ils réussiront à s'adapter. Ils réussiront à faire des gains derrière. Et à retrouver un cycle haussier. Et en fait, je veux voir s'ils sont capables de s'adapter
Et éventuellement de réorienter la guidance de la boîte si leur volume d'intraday commence à diminuer. Voilà. Parce qu'il faut que tu fasses attention, quand tu extrapoles les choses qui se produisent actuellement dans le futur, tu commets l'erreur stupide et habituelle de tous les traders qui comprennent, enfin de tous les particuliers qui comprennent rien à la finance, c'est-à-dire de penser que ce qui s'est passé présage de ce qui va se passer, alors que généralement c'est l'opposé en fait. Quand tu as de très bons revenus, c'est que généralement ça va se comprimer derrière. Et en fait, la rationalité financière, c'est de penser que quand justement tout va bien, c'est qu'il faut déjà se projeter sur ce qui va aller moins bien derrière et se projeter sur les phases de stress, c'est-à-dire encaisser ses bénéfices et commencer à tester des positions spéculatives vendeuses, éventuellement pour ceux qui aiment le risque. Hein. Mais statistiquement, enfin pas statistiquement, mais dans une logique financière, c'est comme ça qu'on réagit. Mais après, tu as la logique stupide du particulier qui, comme il dit, quand il entend parler de l'entreprise, c'est parce que tout va bien, et il se dit, comme tout va bien, tout va continuer d'aller bien. Ça peut être le cas. C'est historiquement et souvent pas le cas. Quand tout va bien, c'est le moment où il faut commencer à se poser les questions sur ce qui pourrait ne pas bien aller et qui va être soumis au stress. Voilà. Moi, je pense que des entreprises comme Binance, elles vont être en plein cœur de la panique si on s'attaque un jour au domaine de la spéculation sur les cryptos. Elle va être en ligne de mire. Et comme je te dis, ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement mourir ou souffrir à mort, mais je veux voir comment elle va réagir avant d'investir dessus. Et ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles j'investirai. Je ne pense pas que ce soit là que les secteurs soient réellement porteurs. Les exchanges ne me semblent pas être... voilà. Là aussi, il y a trop d'exchanges aujourd'hui. Quelques-uns survivront. Et moi, j'ai beaucoup plus confiance, par exemple, aujourd'hui, dans un schéma Bitstamp ou des trucs comme ça, qui, pour moi, ne sont pas encore des business models aboutis. Mais c'est plutôt sur ce... Je me mets à la place d'un institutionnel. Voilà. Et je me dis, un institutionnel, si je devais, par exemple, être un exchange actuel et me dire avec qui je fais un partenariat pour bénéficier de sa notoriété ou un truc comme ça, j'irais plutôt taper effectivement Bitstamp ou Coinbase, ça me paraît trop immature. Enfin, trop immature, ça me paraît trop... C'est intéressant, mais pas... Voilà. Moi, je dirais effectivement Bitstamp, ça me semblerait... Tu vois, par exemple, je me dis... je suis le Nasdaq ou je suis le CBOE, un truc comme ça, avec qui je vais essayer de faire un partnership pour faire un secteur crypto complètement régulé, machin. Voilà. Je me dirais effectivement, j'attaquerai plus du Bitstamp. Voilà. Bref, parenthèse refermée, encore une fois, là on est vraiment très très loin enfin, c'est pas des scénarios à mettre en place, hein, je vous donne juste mon avis, et ça n'engage que moi, encore une fois. Allez, on va s'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain.